Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir ce soir. Et au nom du pôle carrière, on est vraiment ravi d'accueillir Albert Moukébert qui va nous rejoindre. Je vais faire une petite presse avant. Donc Albert est psychologue clinicien et enseigne aussi à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Il est docteur en neurosciences cognitives. Et Albert a fondé aussi avec des collègues chercheurs Chiasma, un collectif qui travaille sur le raisonnement critique et la flexibilité mentale, notamment sur la manière dont nous formons les opinions. Et surtout dans la période en fait, du Covid, où il y a eu plein de fake news, et également sur le développement durable et sur la crise climatique, ça va nous aider à mieux comprendre en fait, les biais cognitifs. Et surtout aussi tous les problèmes qu'il peut y avoir aussi de compréhension et pourquoi on se trompe des fois et on ne s'en rend pas compte. Albert, je suis ravi de t'accueillir. Je vous invite à applaudir Albert Moukébert. Merci beaucoup pour ta présence. Il y a plein de choses. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'accueillir. Peut-être que c'est mieux que j'utilise l'autre micro. Est-ce que l'autre micro était meilleur ou c'est parce que je suis ici, j'entends le son différemment? Il y a aussi... Ça m'est égal. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est exactement pareil. C'est pas important. Mais comme ça, je peux me promener. Donc ça me fait faire mais je ne sais plus combien de pas il faut faire par jour. Donc je m'appelle Albert Moukébert, je suis docteur en neurosciences et psychologue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets. On n'a pas beaucoup de temps pour tout couvrir. Donc je me suis dit, on va faire une sorte de survol général de comment est-ce que fonctionne notre cognition, quelles sont les choses qui peuvent l'impacter, et comment est-ce qu'on pourrait penser les choses différemment. Pour faire simple, c'est un peu ça le but de la conférence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Je sais que ça paraît bizarre, mais j'aime bien être interrompu. Ça m'évite de parler seul pendant je ne sais pas combien de temps. Et je ne vais pas perdre le fil de mes idées, donc juste vous m'interrompez, vous levez la main, vous criez, vous faites ce que vous voulez. Je vais arrêter. Vous me posez la question. Quand c'est des questions liées à ce que vous voyez à l'écran, si vous avez des questions plus générales sur le cerveau, sur d'autres sujets, la psychologie ou que sais-je, on fera des questions-réponses aussi à la fin. Je pense que j'en ai pour 1h15, un truc par là, 1h20, 1h30. Et on prendra du temps pour échanger, pour discuter. Donc sans transition, j'espère que tout ça va être intéressant pour vous. J'ai quelques introductions avant de rentrer dans le vif du sujet. Et ma première introduction, c'est que moi, je ne suis pas là pour vous parler de mon opinion. Je suis ici pour essayer de vous restituer ce qu'on croit être un bon fonctionnement de l'espèce humaine. Et donc, on parle souvent de neurosciences, de psychologie, de neuropsychologie, de neurologie, de psychologie. Mais aujourd'hui, on fait tous un peu partie d'une discipline un peu plus large qu'on appelle les sciences cognitives. Et ça vaut le coup un peu de s'intéresser aux sciences cognitives parce que ça va nous aider aussi à comprendre quelques trucs liés à notre cerveau. Je ne sais pas s'il y a des chercheurs ou des chercheuses dans la salle ou s'il y a des personnes qui s'y connaissent un peu en sciences. On a beaucoup parlé de sciences pendant la pandémie. Mais on a très rarement défini c'est quoi la science. Et pour moi, j'ai une définition qui est assez simple de la science, qui est que la science, c'est essayer de comprendre les règles du monde naturel. N'importe quelle personne qui est en train d'essayer de comprendre comment quelque chose fonctionne est en train de faire de la science. Si vous voulez comprendre comment cette télécommande tombe, ou comment est-ce qu'elle fonctionne, ou comment le micro fonctionne, vous êtes en train de faire de la science. La seule chose, c'est que vous devez proposer un mécanisme d'action. En science, on appelle ça un modèle théorique. Il faut proposer des modèles théoriques, vous le soumettez au pair, et après, soit on dit « ok, c'est intéressant » et on essaye tous de renforcer votre modèle théorique, soit on dit bah, « c'est n'importe quoi » et on lâche. Deuxième point qui est assez important en science, c'est qu'un même phénomène peut avoir ce qu'on appelle différents niveaux explicatifs. On peut expliquer un même phénomène à différents niveaux. On peut expliquer le déplacement des objets dans l'espace au niveau visible, visuel, genre où est-ce que ça part. On peut essayer d'expliquer au niveau atomique, quand ça tape quelque chose, qu'est-ce qui se passe avec les liens de la télécommande, etc. Et c'est un peu la même chose pour les humains. Je peux expliquer une émotion ou une idée
au niveau moléculaire. Qu'est-ce qui est en train d'être modifié au niveau des atomes, des molécules? Je peux l'expliquer au niveau cellulaire. Est-ce qu'il y a des neurones qui sont impliqués? Est-ce qu'il y a des synapses? Quels sont les neurotransmetteurs, etc. Je peux l'expliquer au niveau tissulaire. C'est où dans le cerveau? Dans quel tissu? Est-ce que c'est de la substance grise? Est-ce que c'est de la substance blanche, etc. Je peux l'expliquer au niveau organique, au niveau du cerveau. Est-ce qu'il y a des réseaux qui sont en train de communiquer entre eux, etc. Je peux l'expliquer au niveau organismique, au niveau de l'organisme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça accélère mon cœur? Est-ce que ça me fait une boule au ventre, etc. Je vais l'expliquer au niveau interpersonnel, comment est-ce que c'est perçu par les autres. Je vais l'expliquer au niveau social, est-ce que c'est quelque chose qui a été hérité par une culture? Au niveau linguistique, est-ce que ça dépend du langage que la personne parle? Au niveau anthropologique, etc. Et donc, il y a vraiment plein de niveaux explicatifs différents. Et il se trouve que l'humain, nous, plein de disciplines se sont intéressées à ces différents niveaux explicatifs, souvent de manière complètement détachée les unes des autres. Donc il y avait les neurologues qui étudiaient le système nerveux sans s'inquiéter du tout de la psychologie des humains. Il y avait les psychologues qui faisaient comme si le cerveau n'existait pas, les sociologues qui font comme si la biologie n'existe pas, les biologistes qui font comme si l'anthropologie n'existe pas, etc. Alors que c'est le même sujet d'étude, notre fonctionnement. Et donc dans les années 60, des chercheurs et des chercheuses se sont dit on ne peut pas vraiment continuer comme ça, genre, c'est un peu n'importe quoi, on est en train d'étudier le même sujet d'étude, on ne discute pas ensemble. Qu'est-ce qui se passerait si on essaye de mettre nos différents modèles explicatifs ensemble? Et là, c'était la catastrophe. C'était un désastre total. Non seulement ils n'arrivaient pas du tout à appareiller leur modèle théorique ensemble pour qu'il y ait une sorte de cohérence aux différents niveaux explicatifs, mais parfois leur modèle théorique était en opposition frontale les uns avec les autres. Je sais pas, vous rencontrez un psychanalyste, il va vous dire moi je pense que cette personne est en train de refouler un souvenir de son enfance, et le neuroscientifique lui dit moi je ne trouve pas de mécanisme de refoulement dans le cerveau. Il y a un truc qui ne va pas. Soit le psychanalyste il délire, soit le neuroscientifique il n'a pas du tout compris comment fonctionne le cerveau. Et donc on s'est dit on ne peut pas continuer comme ça, on va créer une sorte de nouvelle discipline qui va être une sorte de discipline parapluie, on va dire, qui va essayer de développer des modèles théoriques qui soient cohérents les uns avec les autres à différents niveaux, à différentes échelles et différents niveaux explicatifs. Donc d'avoir des modèles qui soient aussi cohérents les uns avec les autres au niveau moléculaire et chimique, qu'au niveau cellulaire, qu'au niveau tissulaire, qu'au niveau organique, organismique, psychologique, interpersonnel, etc., etc. Et donc on appelle ça les sciences cognitives. Le but c'est de comprendre les mécanismes qui façonnent les comportements individuels et collectifs, ainsi que leur interaction avec leur environnement. Et donc il y a toute une liste, elle n'est pas exhaustive, de disciplines qui s'intéressent à ce sujet. Ça peut aller de la philosophie à la neuroscience, de la psychologie sociale à l'intelligence artificielle. Moi, par exemple, je suis spécialisé en neurosciences cognitives et en psychologie clinique, parce qu'il y a différentes branches de psychologie et différentes branches de neurosciences. Et on va faire ça sur 3 niveaux explicatifs majeurs. Le premier qu'on appelle le niveau micro, c'est le plus petit niveau, c'est un peu moi et moi-même, mon cerveau, mon organisme, mon cœur, mon estomac, mes pensées, etc. On est des animaux sociaux, donc on ne peut pas faire sans. Donc il y a un niveau méso, c'est le niveau moyen, qu'on appelle le niveau social. Comment est-ce que la présence d'autrui modifie le fonctionnement d'un humain? Et un niveau plus large, qu'on appelle le niveau macro, c'est le niveau social ou sociétal. Comment est-ce que la culture, la ville dans laquelle vous grandissez, le pays, ce qu'on appelle les normes sociales, sont en train de impacter et façonner les comportements individuels et collectifs. Aujourd'hui, pour la conférence d'aujourd'hui, on va principalement se concentrer sur le niveau micro, mais moi, par exemple, j'ai fait ma thèse sur l'anxiété sociale, donc c'est le niveau micro et méso, mais si vous avez des questions sur des niveaux macro, etc., n'hésitez pas. Donc ça, c'est la première chose, je vous le dis, parce que parfois, on va peut-être parler de philosophie, vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'un neuroscientifique parle de philosophie, c'est parce que c'est une partie intégrante de la discipline. Et aussi, les sciences cognitives montrent combien c'est absurde de séparer les matières scientifiques des matières littéraires et tout ça. C'est une sorte de catastrophe dont on ne mesure pas encore les conséquences. C'est fini pour ma première introduction. Pour ma deuxième introduction, on va faire une sorte de spécification assez importante et on va se poser la question, mais pourquoi est-ce que le grand public, vous devriez vous intéresser au fonctionnement du cerveau? Parce qu'on a fait sans les neurosciences pendant des millénaires, et là on nous bassine de neurosciences chaque 5 minutes. Mais est-ce que c'est pertinent? Et il se trouve que, en tout cas pour certains sujets, ça l'est. Et ça l'est à cause de ce que vous voyez écrit à l'écran, c'est que les sciences cognitives créent des connaissances et donc des croyances qu'on appelle des croyances performatives. C'est quoi les croyances performatives? On peut dire que simplement, dans votre esprit, vous avez 2 types de croyances. On a ce qu'on appelle les croyances inertes.
et ce qu'on appelle les croyances performatives. Les croyances inertes, c'est des croyances qui, si elles sont modifiées, ne changent pas significativement le fonctionnement d'une personne. Par exemple, je sais pas, imaginez que demain, l'Agence européenne spatiale découvre que les anneaux de Saturne n'existent pas, que c'est une illusion d'optique et on s'est gouré. En fait, Saturne n'a pas vraiment d'anneaux. Euh, Sauf si vous êtes astrophysicien ou si vous êtes vraiment intéressé par l'espace, la modification de cette croyance ne va pas changer grand-chose dans votre fonctionnement. On appelle ça une croyance inerte. C'est cool, vous allez peut-être en parler à dîner, mais ça ne va pas aller plus loin dans comment votre journée de demain va se dérouler ou quoi que ce soit. Et on a aussi un deuxième set de croyances, qu'on appelle des croyances performatives, qui, elles, si on les modifie, changent significativement la manière dont on agit, soit avec soi-même, soit avec les autres. Et il se trouve qu'une grande partie des connaissances et des croyances qu'on a sur nous-mêmes et sur les autres sont performatives. Et donc c'est important de confronter ces croyances intuitives qu'on a sur notre fonctionnement aux découvertes qu'on est en train de découvrir sur notre fonctionnement. Parce que si c'est faux, on est en train d'être performatif dans un mauvais sens. Je vais vous donner des exemples concrets de psychologie intuitive. C'est ce qui s'appelle parfois aussi dans le langage courant de la psychologie de comptoir. Et je vais vous montrer comment c'est performatif. Par exemple, certains exemples de psychologie intuitive que j'ai déjà rencontrés plein de fois. Par exemple, la résistance au changement. Cette croyance qu'il y a quelque chose en nous qui fait qu'on n'aime pas changer. Si moi j'ai cette croyance en moi, imaginez que moi je suis, je sais pas, un manager d'une équipe et je veux mettre en place un chantier de changement. Je mets en place mon chantier de changement, mes équipes résistent. Mais moi je crois que les gens n'aiment pas changer. Je vais me dire, c'est normal qu'ils résistent, les gens n'aiment pas changer, je vais faire un peu de forcing. Au bout d'un moment, ça va passer et le changement va se faire et ça va devenir de nouvelles habitudes. Mais en fait, la résistance au changement c'est pas vrai, c'est un mythe. C'est pas vrai que les gens n'aiment pas changer. Si demain votre boulot vous annonce une augmentation de 1 500 € de vos salaires, vous n'allez pas résister au changement. Vous allez vous dire non, j'aime pas changer, s'il vous plaît. Si demain on me dit, écoute Albert, on va te déménager dans un 400 mètres carrés, tout frais payé, je vais pas dire non, j'aime bien rester dans mon petit appart où je suis à l'étroit. La résistance au changement, c'est un concept qui a été développé par un chercheur qui s'appelle Kurt Lewin, et c'est une spécificité de système d'humain. Changer un humain, il n'y a rien qui est spécifique qui dit qu'un humain n'aime pas changer, mais des systèmes d'humains ont une sorte d'inertie systémique qui est un peu difficile. Si vous voulez essayer de changer, je sais pas, le ministère de l'Éducation, vous allez être face à une résistance au changement, évidemment. Mais cette croyance est performative, c'est-à-dire si moi j'ai une équipe de 4 personnes et je mets en place ce chantier de changement et mes équipes résistent, je ne vais plus me dire c'est normal, ils n'aiment pas changer. Ça va changer comment j'approche le sujet. Je vais peut-être aller leur parler, leur dire tiens, est-ce qu'il y a un problème? Peut-être que j'ai mal expliqué ce qu'on veut faire. Ou peut-être que ce n'est pas bon pour vous et moi j'ai loupé quelque chose. On va en discuter. Ça va changer comment on approche le problème. Une deuxième croyance intuitive, très peu de gens savent que ça s'appelle comme ça, mais beaucoup de gens y adhèrent sans le réaliser, ça s'appelle le modèle du déficit informationnel. C'est une croyance qui dit que si les gens ne sont pas d'accord avec moi, c'est qu'ils n'ont pas compris. Et donc, pour qu'ils soient d'accord avec moi, il faut que je leur explique. On le retrouve beaucoup, par exemple, dans les politiques publiques, où dès qu'il y a un problème, on dit qu'il faut faire de la pédagogie. Super important de faire de la pédagogie. Alors que, plein de fois, les gens ont très bien compris, ils ne sont juste pas d'accord. On a du mal à l'accepter, mais tout le monde a très très bien compris, on ne manque pas du tout d'informations, c'est juste qu'on n'est pas d'accord, ou on n'a pas envie. Mais on va mettre des milliards de budget, par exemple, dans le réchauffement climatique, c'est un vrai drame. Pendant une vingtaine, trentaine d'années, on a mis quasiment toutes les ressources sur la pédagogie. Et aujourd'hui, tout le monde sait à peu près que c'est relativement foutu, mais ça ne change pas grand-chose. On trouve tout le temps d'autres manières de faire. On peut le voir même sur des exemples liés à l'individu lui-même. Tout le monde sait que fumer, c'est pas bien, mais il y a des fumeurs. Ce n'est pas un manque d'information. Il y a d'autres choses qui sont en train de se passer. Et donc ça oriente, c'est performatif. Et le dernier exemple, parce que la liste est infinie, c'est le fait que nous, pour décider, on est des êtres rationnels, on décide sur une sorte d'analyse coût-bénéfice. Et là aussi, ce n'est pas du tout vrai. Et on va essayer de s'intéresser, du coup, si on ne décide pas comme ça, si savoir ne suffit pas, comment est-ce que ça marche? Si avec l'éducation, avec le savoir, avec l'analyse coût-bénéfice, avec la persuasion rationnelle, ce n'est pas assez pour qu'on change nos comportements et nos décisions, comment est-ce que ça marche? Et pour répondre à cette question, on arrive à ma troisième introduction. J'aime beaucoup les introductions, je déteste les conclusions, il n'y aura probablement pas de conclusion. On va faire une sorte d'expérience de pensée et on va se poser cette question qui va paraître un peu absurde, mais vous allez voir
qu'elle va nous apprendre quelque chose de très fondamental sur notre cerveau. C'est pourquoi est-ce qu'on ne pense pas tous la même chose? Tous et toutes la même chose. C'est-à-dire, on nous dit qu'il y a une réalité qui est objective, qui ne dépend pas de moi. Mais à partir d'une même réalité objective, on arrive à des raisonnements très très différents. Et c'est un peu étrange. Je vous entends en train de vous dire dans votre tête, non, c'est pas étrange, et vous êtes probablement en train de penser à deux choses pour justifier pourquoi c'est pas étrange. La première, c'est qu'on n'a pas le même vécu. On n'a pas grandi dans les mêmes familles, on n'a pas grandi avec les mêmes personnes, donc on ne nous a pas inculqué les mêmes valeurs, et donc on ne pense pas la même chose. Et vous auriez entièrement raison. La deuxième raison est plutôt biologique. On n'a pas les mêmes gènes, on n'a pas les mêmes tempéraments, on n'est pas né à la même année, on n'a pas les mêmes âges, donc on n'a pas vécu autant de temps les uns que les autres, et donc on ne pense pas la même chose. C'est les fameux innés et acquis qui aussi sont en train d'être dépassés, mais pour le moment on peut dire que c'est une sorte de inné acquis, et les deux raisons sont tout à fait valables pour expliquer pourquoi on ne pense pas la même chose. Mais il y a une troisième raison, et c'est celle-là qui nous intéresse aujourd'hui, qui fait que on pense que même si deux personnes vivaient la même vie et avaient les mêmes gènes, ces deux personnes ne penseraient pas la même chose. C'est une sorte d'expérience de pensée. Donc en sciences cognitives, on fait souvent des expériences de pensée, c'est un truc qu'on a hérité de la philosophie. C'est des expériences qu'on fait dans notre tête, parce qu'on ne peut pas les faire au labo, parce que ce n'est pas possible. Et donc l'expérience de pensée, en l'occurrence, c'est on est dans un monde qui n'est pas le nôtre, où on peut faire des photocopies des humains, et on a une machine à remonter le temps. Donc vous allez trouver un petit bébé qui vient de naître, vous allez aller à l'hôpital où il vient de naître, et vous allez le photocopier, et mettre sa photocopie genre bien au chaud, attendre que ces bébés vivent toute sa vie, et une fois qu'il arrive à la fin de sa vie, vous allez rembobiner avec votre machine à remonter le temps, et vous allez échanger les bébés. Mettre le bébé photocopie à la place de l'original. Sauf que quand vous êtes en train de le mettre dans le berceau, vous ne pouvez pas le mettre exactement au même endroit, vous allez le décaler de quelques centimètres. Et on pense que ce deuxième bébé, le simple fait qu'il soit à quelques millimètres du premier, ne penserait pas la même chose. Et il y a une raison pour ça, et ça va être notre première un peu entrée en matière sur le sujet. Avant que je vous dise c'est quoi, on va jouer un jeu, parce que c'est bien de jouer. On va jouer le jeu des 7 différences, mais on va jouer les jeux des une différence, parce qu'on n'a pas le temps de trouver cette différence. Une différence, ça va être déjà assez difficile. Et la différence entre le jeu des 7 différences et le jeu qu'on va jouer, c'est que dans le jeu des 7 différences, vous avez les deux images l'une à côté de l'autre. Ici, vous allez avoir une image, puis l'autre. Et entre les deux images, j'ai intercalé l'équivalent d'un clignement des yeux. 200 millisecondes d'une photo grise. Entre ces deux images, il y a une seule chose qui est en train de changer. Et avant que je clique, j'ai besoin de donner quelques règles sur le jeu. La première, c'est que vous allez trouver ce qui est en train de changer. Le but, ce n'est pas de vous mettre en échec. C'est juste de vous faire prendre conscience d'une certaine propriété de nos cerveaux. La deuxième, c'est que s'il n'y avait pas le clignement des yeux, là, le cache-gris de 250 millisecondes, vous auriez vu instantanément ce qui est en train de changer. Le simple fait que je vais couper votre attention pendant 200 millisecondes va faire que vous n'allez pas trouver instantanément. Ça va vous mettre un peu plus de temps, peut-être 2 secondes, peut-être 5 secondes, peut-être 10 secondes, peut-être 15 secondes. Et la troisième chose que je veux vous dire avant que je clique, c'est que si vous trouvez ce qui est en train de changer, je vais vous demander de vous lever la main et de ne rien dire pour que les autres aient le temps de trouver aussi. Et une fois que la moitié d'entre vous ont trouvé ce qui change, je vous dirai qu'est-ce qui est en train de changer. Donc une seule chose est en train de changer sur cette image. Quand vous voyez qu'est-ce qui change, vous levez la main. Et une fois que la moitié a trouvé, je vous dirai c'est quoi. On a notre première personne, ça commence à s'accélérer. En général, ça prend 4-5 secondes. Et là, c'est très intéressant, parce que les personnes qui ont trouvé ne comprennent pas pourquoi les autres ne trouvent pas. Les personnes qui n'ont pas trouvé ont la pression. Plus vous avez la pression, moins vous avez de chances de trouver. Et en général, là, il y a les gens qui n'ont pas trouvé qui lèvent la main, parce qu'ils ne veulent pas se taper la honte. Donc ils disent, je lève la main, de toute façon, qui va savoir? Et vous avez bien raison, probablement j'aurais fait la même chose. Hein. Et donc, monsieur, vous étiez le premier à trouver, c'est quoi qui change? Exactement, la barrière qui monte et qui descend. Donc c'est pas un petit détail, c'est quand même quelque chose d'assez massif. Et probablement vous étiez là en train de regarder le vin s'il est monté de 2 pixels, ou si genre là la bouteille, l'étiquette a changé de 3 pixels. Et ça nous explique quelque chose de très important sur notre fonctionnement, qui va être la fin, quasiment la fin de ma troisième introduction. C'est qu'on fonctionne avec des moyens de bord très limités.
contrairement à ce qu'on croit, on a tendance à croire que notre corps est limité, mais que notre cerveau, lui, n'a pas de limite. En fait, notre cerveau fonctionne avec quasiment rien. On a une perception qui est très partielle et partielle. On ne voit pas tout. On a une attention qui est très limitée. Le but de cette tâche, c'était juste de garder dans votre attention une image pendant 200 millisecondes. C'était déjà trop. Encore une fois, s'il n'y avait pas le clignement des yeux, si c'était instantané, vous aurez vu instantanément. Le seul fait de devoir garder en tête, c'était déjà un peu trop. Et ces deux facteurs sont empirés par le fait que le monde est complexe. Si toute la planète, c'était cette pièce, au bout de quelques temps, on serait tous et toutes d'accord sur tout, parce qu'on aura de l'information complète. Cette expérience nous montre notre première règle générale de la cognition, qui va être une sorte de fil rouge pour la prochaine demi-heure, on va dire, c'est qu'on est tous et toutes en train de baigner dans un certain niveau d'incertitude, dans un certain niveau d'incomplétude informationnelle et perceptive, et qui nous est complètement invisible. On n'a pas conscience de cette incomplétude dans laquelle on baigne. Donc il y a quelque chose dans mon cerveau qui est en train de compléter les informations manquantes. En fait, on pense souvent que notre cerveau est un organe de traitement de l'information, et peut-être que c'est le cas, on n'est pas vraiment sûr. Par contre, on est relativement sûr que notre cerveau est une sorte d'organe à se représenter le monde. On est en train de recréer le monde dans notre tête, et le monde qu'on est en train de recréer dans notre tête, il y a un décalage entre le monde que je crée et le monde réel. C'est de là que vient un adage qui a été formulé dans les années 30. Beaucoup de personnes pensent qu'il est beaucoup plus récent, mais c'est dans les années 30 qui dit « la carte n'est pas le territoire ». C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Je l'entends tout le temps et j'ai l'impression que personne ne la définit parfois. D'un point de vue littéral, c'est qu'une carte, il y a tout le temps un décalage entre une carte et le territoire qu'elle représente. Si je prends une carte du Moyen-Âge, le décalage entre la carte et le territoire est massif. Et si je prends Google Maps à Paris, le décalage n'est plus si grand. On peut même voir la circulation en temps réel, s'il y a des travaux, s'il y a même parfois des flics quelque part, etc., etc. De la même manière, mon cerveau est un organe qui est supposé créer des cartes sur le réel, et il y a aussi un décalage entre les cartes que mon cerveau crée et le territoire. Par exemple, je sais pas, la carte dans mon cerveau sur ma fille, que je connais depuis qu'elle est née, est sans doute meilleure que ma carte sur vous, parce qu'on ne se connaît pas. Mais mon cerveau est en train de créer une carte à partir des quelques éléments que j'ai. Je sais pas, vous êtes assise au premier rang, etc. Le problème, c'est que ces cartes, la somme de toutes les cartes, sont ce qui fait que vous êtes qui vous êtes. C'est ces cartes qui font que je suis qui je suis. C'est ces cartes qui orientent ma prise de décision, mes opinions, mes comportements, mes interactions avec les autres, etc. Et donc ça devient important, un peu, si on veut comprendre le fonctionnement des humains, de comprendre comment est-ce que nos cerveaux créent ces cartes. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de faire pour les 20-25 minutes qui arrivent. Et j'ai fini mes introductions. Maintenant, on peut commencer la conférence. Mais c'était très important de faire ces 2-3 introductions parce que ça va rendre le reste beaucoup plus facile. Et donc, on va s'intéresser à comment est-ce que mon cerveau crée des représentations du monde réel. Et on va faire ça en plusieurs étapes. Pour pouvoir créer une carte, il faut percevoir le monde. Une fois que je l'ai perçu, j'ai besoin de l'interpréter. Je me raconte des choses sur ce que je viens de percevoir. On est des animaux sociaux, donc une fois qu'on a interprété, on a souvent très envie de partager avec autrui nos interprétations, donc on communique. Et tout ça baigne dans un facteur qu'on appelle notre environnement, le contexte dans lequel on se trouve. Est-ce que ça va pour tout le monde? Super. Et donc on va commencer par notre perception. Et notre perception, d'un point de vue pratico-pratique, c'est tout simplement nos sens. Un sens, en science, c'est quelque chose pour lequel on a des capteurs spécifiques qui nous informent sur le monde. Tout le monde connaît nos 5 sens, mais en fait on en a 9 ou 10. Je ne sais pas si vous connaissez nos autres sens. Encore une fois, un sens, c'est quelque chose pour lequel il y a des capteurs spécifiques. Donc on a le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût. Quelqu'un connaît les autres sens, à tout hasard? Ouais. La douleur, c'est la nociception. Ce n'est pas tout à fait la douleur est une émotion, mais il y a un sens qui sous-tend si on a un dégât à notre corps qu'on appelle la nociception. Oui. La position des membres, la proprioception, exactement. Je peux fermer les yeux et je sais que j'ai 3 doigts alors que je ne les vois pas. J'ai besoin d'un sens qui m'informe de comment je suis dans l'espace.
La température, la thermoception, pendant longtemps on pensait que la thermoception c'était la chaleur, c'était le toucher, mais les chercheurs qui ont découvert les capteurs spécifiques à la température ont gagné le prix Nobel il y a 2 ans. On a découvert que ce n'est pas du tout les mêmes. Il y a certaines personnes qui ont le toucher, mais qui n'ont pas de thermoception. C'est assez problématique, parce qu'ils ne peuvent pas ressentir s'ils sont en train de se faire brûler. Et on a encore 2 sens. Il y en a un que parfois on met dans la proprioception, donc je vais vous dire c'est quoi? C'est l'équilibroception, l'oreille interne et les yeux, qui me permet de rester en équilibre. Par exemple, si vous avez un syndrome de Meunière, tous vos autres sens vont bien, mais votre équilibroception ne se passe pas bien, et donc vous avez des vertiges, vous pouvez tomber, etc. Et le dernier sens, pardon? La peur, c'est une émotion. On appelle un capteur de peur. L'intuition aussi, ce n'est pas un sens. Le dernier sens s'appelle l'interoception. C'est le sens qui me fait sentir mon corps de l'intérieur. Genre j'ai mon cœur qui bat fort, j'ai une crampe, j'ai une fièvre. Par exemple, la fièvre, ce n'est pas la thermoception. Et nos sens ne sont pas parfaits. On n'entend pas toutes les vibrations de l'air, on ne peut pas toucher les atomes sur une surface. Mais surtout, il y a une sorte de fausse croyance sur nos sens qu'on a tous et toutes appris à l'école. Moi, je l'ai même appris à la fac, et qui est en train d'être revue par les dernières découvertes en sciences cognitives sur les 10-15 dernières années, et qui est que, on va utiliser la vision comme exemple, mais ça va être assez... Vous pouvez genre généraliser sur tous les sens, et qui est que notre cerveau est un organe de reconstruction du monde. C'est-à-dire, si vous avez appris un peu de biologie, ou si même quelqu'un vous demande comment est-ce qu'on peut voir, si vous avez un enfant ou quelqu'un qui vous dit « Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on peut voir ?» Votre explication ressemblerait probablement à quelque chose comme ça. Dans ces projecteurs sont en train d'émettre... Où ça, c'est un écran? Ah oui, c'est un écran. Donc cet écran est en train de projeter des photons de lumière qui sont en train de sortir de cet écran, des photons de lumière à différentes longueurs d'onde, donc c'est ça qui fait les couleurs, et ces photons de lumière vont trouver le chemin pour arriver à votre rétine. Votre rétine est votre membrane réceptrice des informations visuelles. Elle a cette capacité à transformer l'information de ces photons en un signal électrique. Ce signal électrique va voyager le long de votre nerf optique et trouver son chemin pour aller à votre cortex occipital, à l'arrière de votre tête, qui est votre cortex visuel primaire. Et après, votre cortex occipital va reconstruire, couche par couche, l'information des photons qui ont touché votre rétine et renvoyer tout ça à votre cortex préfrontal et votre champ visuel apparaît. C'est probablement comme ça que vous avez appris la vision, c'est probablement comme ça que vous pensez que vos sens fonctionnent. On avait même trouvé quels réseaux neuronaux font quoi. Que, par exemple, quand vous regardez un objet complexe, la forme est reconstruite par l'aire inférotemporale, la couleur par la 4e aire visuelle associée, l'orientation par la 1re aire visuelle associée, le mouvement par la 5e aire visuelle associée. Sauf que récemment, genre il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, on s'est dit que c'est pas possible que ça marche comme ça. En tout cas, pas juste comme ça. Si je remets l'image qu'il y avait avant, là, vous avez deviné qu'on est sur une autoroute, qu'il y a un pare-brise, qu'il pleut, les voitures sont en train d'aller à 120-130 km/h. Si on était juste en train de reconstruire le réel, notre espérance de vie ne serait pas top. Mais on est en train de reconstruire quelque part. Cette vision que je viens de vous exposer de la perception s'appelle la vision bottom-up. Il n'y a pas encore d'équivalent en français, donc je suis désolé pour l'anglicisme. Mais traitement de l'information en bottom-up, bottom c'est le bas, up c'est le haut, c'est que nos sens fonctionnent du bas vers le haut. Des données sensorielles arrivent à la rétine, au tympan, à vos cellules tactiles, haptiques, à vos récepteurs olfactifs, etc. Ces données sont transmises au cortex associé, en l'occurrence on a fait la vision, donc c'est au cortex visuel. Ces données sont traitées par le cortex visuel après qu'elles arrivent et par les aires visuelles associées, et ça crée l'expérience visuelle. Comme je vous disais, récemment, on est en train d'avoir des doutes que c'est ce qui est juste en train de se passer. Par exemple, pour la vision, on a découvert qu'il y a certaines aires de la rétine où il y a 4 fois plus de neurones qui partent du cerveau à la rétine que de neurones qui partent de la rétine au cerveau. On se dit, mais ils foutent quoi tous ces neurones? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire ça? Et donc, on est allé essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On a découvert quelque chose d'assez dingue. C'est que notre cerveau n'est pas en train de reconstruire le monde, mais notre cerveau est en train de le prédire. Et quand je dis de le prédire, ce n'est pas le prédire dans le futur.
C'est le prédire dans le présent. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire, parce que c'est un peu contre-intuitif, mais ça va être hyper important. Si vous regardez cette image, de manière naïve, vous voyez que cette voiture est plus grande que celle-ci, et que celle-ci est plus grande que celle-ci. Mais ces trois voitures sont exactement la même voiture. Ces trois voitures sont complètement identiques. Je suis sûr que vous me croyez, c'est une illusion d'optique. Mais si vous ne me croyez pas, je peux vous le prouver un peu. Si je coupe la silhouette d'une voiture, eh ben, ces trois voitures font exactement la même taille. Mais maintenant que je vous ai montré que ces trois voitures font exactement la même taille, eh ben, ça ne change pas grand-chose. C'est pour ça qu'on dit que savoir ne suffit pas. Je vous ai montré que ces trois voitures font la même taille. Si vous regardez cette photo, eh ben non. Cette voiture, vous la voyez plus petite que celle-ci, et plus petite que celle-ci. Si notre perception était juste du bottom-up, oui. Je reviens, regardez. Juste précision, je me sers que d'un œil, et alors là, ça commence à être compliqué. Là. Pardon ? Je me sers que d'un œil, et alors là, ça commence à être compliqué. Là, si vous expliquez que c'est la même taille. Oui, c'est la même taille. C'est la même taille. C'est la même voiture. En fait, ce qu'on a, on a... Oui, c'est la même voiture. En fait, pour construire cette image, on prend une voiture et on fait copier-coller, copier-coller, copier-coller. On ne touche pas à la taille. Et je vais vous expliquer pourquoi ça marche. Parce que si j'avais mis des voitures dans n'importe quelle autre disposition, ça n'aurait pas marché. En fait, on a découvert que si on fonctionnait juste en bottom-up, il n'y a aucune raison que cette illusion fonctionne. Cette illusion fonctionne parce que, une fois qu'on est né, à notre naissance, quand on a quelques heures de vie, notre cerveau commence à apprendre, en premier lieu, les règles de l'univers dans lequel il s'est trouvé. C'est quoi les règles de l'univers? Que des objets, si on les lâche, elles tombent, que des choses peuvent se casser, qu'on ne peut pas voler, etc. Et une règle qu'on va apprendre, qui est très importante, c'est que les objets qui sont plus proches de moi apparaissent plus grands que les objets qui sont loin. Par exemple, monsieur, vous apparaissez plus grand que la personne que je remercie qui nous aide au fond de la salle. Maintenant, imaginez que la personne qui est au fond de la salle, elle fait la même taille dans mon champ visuel que la personne qui est au premier rang. Mon cerveau va se dire, bah, la personne qui est au fond, c'est un géant. Il n'a pas perdu en taille alors qu'il s'éloigne. La règle qui fait que cette illusion d'optique fonctionne, c'est tout simplement de la perspective. Ce dessin, cette image est créée en respectant les règles de la perspective. Vous allez voir après le cut-out, on a mis ce qu'on appelle des points de fuite, pour les gens qui savent comment ça fonctionne le dessin. Et ce dessin respecte les points de fuite. Donc ça recrée les règles de l'univers réel. Et donc votre cerveau se dit, j'ai une voiture qui est plus loin que la voiture qui est la plus proche de moi, mais qui fait la même taille. Pour mon cerveau, la vérité est inimportante. Ce qui est important, c'est l'action. C'est comment est-ce que je dois agir. Donc mon cerveau se dit, s'il y a une voiture qui est plus grande, qui fait la même taille alors qu'elle est plus loin, alors elle est plus grande. Et votre cerveau va augmenter la taille dans votre champ visuel. Votre cerveau va en quelque sorte écraser le réel pour que ce soit cohérent avec nos connaissances du monde. Cette vision de la perception s'appelle le top-down. On a découvert que notre perception, c'est en fait deux mécanismes. C'est comme si c'est deux images qui sont en train tout le temps de se mélanger. Un mécanisme qu'on a vu, qui existe encore, hein, on ne s'est pas dit on s'est trompé sur tout le truc, donc votre cerveau est en train de reconstruire une partie de la réalité en bottom-up, réception de l'information sensorielle, assemblage et intégration, mais une autre image vient se mélanger à la première image, qu'on appelle le top-down, où on utilise nos modèles mentaux pour interpréter, compléter, parfois même écraser l'information sensorielle. Est-ce que la situation à laquelle je fais face est quelque chose que j'ai déjà vu et où ma connaissance est tellement bien ancrée que je vais rejeter le réel. Donc votre champ visuel, votre champ perceptif en général, n'est plus juste une image mécanistique du monde extérieur qui est reconstruit dans le cerveau, mais c'est le mélange de deux images. Les informations qui viennent du monde extérieur, les informations de vos attentes sur le monde, qui sont mélangées et qui créent un champ visuel complet, alors qu'il est complètement incomplet. Cette top-down, ce mélange de top-down et bottom-up, et ce n'est pas 50-50, hein. Par exemple, si je montre à 1 million d'humains qu'est-ce que j'ai dans ma main, tout le monde voit une télécommande, c'est beaucoup plus de bottom-up que de top-down. Mais une illusion d'optique, on va en voir une, le top-down, on peut l'augmenter.
C'est ça qui a poussé Anil Seth, qui est un des meilleurs chercheurs qu'on a aujourd'hui sur la conscience, à dire que notre conscience, notre champ perceptif du monde, donc on n'est même pas encore aux opinions, on est vraiment à un point de vue perceptif, notre conscience est ce qu'il appelle une hallucination contrôlée. Une partie de notre champ visuel, une partie de notre champ auditif, une partie de nos champs perceptifs sont des hallucinations, mais ce n'est pas des hallucinations comme si vous avez pris de la LSD, où vous allez voir genre des dragons ou je ne sais pas quoi. C'est une hallucination contrôlée. Il y a des règles très précises sur comment on bouche l'information incomplète qu'on a vue dans l'expérience de la barre qui monte et qui descend. Je vais donner un exemple assez flippant, vous allez devoir me croire un peu sur parole, sur combien on est en train d'halluciner le monde. Si vous me regardez et vous n'avez pas de problème visuel, vous me voyez en couleur. Ça ne devrait pas vous surprendre. Par contre, ce qui devrait vous surprendre énormément, c'est que si vous ne bougez pas votre regard, vous gardez votre regard sur moi, votre vision périphérique est aussi en couleur. Quand on est allé regarder sur la rétine, on a remarqué que dans notre vision périphérique, sur notre rétine, on n'a quasiment pas de capteur de couleurs. Toutes les couleurs que vous voyez dans votre champ visuel périphérique, c'est du top-down. C'est votre cerveau qui est en train de colorer votre champ visuel périphérique. C'est-à-dire, si moi, je devais mettre une sorte d'engin qui peut recréer l'image au niveau de la rétine sans passer par le cerveau, l'image ne ressemblerait pas du tout à ce que je vois dans mon esprit. Je vais vous montrer un dernier exemple, parce que souvent il y a encore quelques personnes qui ne sont pas persuadées, qui n'ont pas encore accepté combien on est en train d'halluciner le monde. Et encore une fois, le gros problème, c'est qu'on n'a pas une manière pour séparer les deux signaux entre eux. Je ne peux pas dire à mon cerveau, ok, montre-moi maintenant juste le signal entrant, ok, montre-moi maintenant juste le signal que tu es en train de rajouter, ok, maintenant montre-moi les deux. Il n'y a pas de façon de faire ça. Tout ça se passe de manière automatique, et on n'a pas notre mot à dire sur qu'est-ce qui vient d'où. Et donc, notre cerveau n'est plus du tout comme ce micro. Ce micro, c'est un peu juste du bottom-up. Il y a des vibrations de l'air qui sont en train de toucher le capteur, qui est en train d'être envoyé dans l'air à la régie, qui est en train de renvoyer le signal à l'enceinte. Peut-être qu'il y a un equalizer, genre une balance, qui rajoute un peu de trucs, mais c'est assez mécanistique. Mon cerveau ne fonctionne pas comme ça, et je vais vous montrer la dernière expérience pour bien asseoir ça, et après on va passer à quelles sont les conséquences de cela au niveau de notre cognition et de nos opinions, de notre pensée. Et la dernière expérience que je vais vous montrer sur ce point est la suivante, c'est cette danseuse. Et je veux que vous regardiez cette danseuse, et vous n'allez pas me croire, mais vous allez me croire dans quelques secondes. Quand vous êtes en train de regarder cet écran, vous êtes en train de voir trois choses. En fait, vous êtes trois groupes distincts. Et on va essayer de révéler ces trois groupes distincts. Trois groupes distincts à cause de votre top-down, pas à cause de votre bottom-up. La première question, c'est, je veux que les personnes qui voient cette danseuse tourner dans le sens inverse d'aiguille d'une montre, lèvent la main. Vous allez être a priori une dizaine de pourcents, genre 10%. Voilà. On n'est pas très loin des 10%, il y a peut-être 7 ou 8 personnes d'entre vous qui font ça. Je veux que les personnes qui voient la danseuse tourner dans le sens des aiguilles d'une montre lèvent la main. Donc vous êtes la majorité, vous êtes à peu près 60 ou 65%. Et je vais demander aux personnes qui la voient changer de sens de lever la main. Ok, donc là on a un problème. Vous êtes en train de regarder la même chose. Si notre cerveau fonctionnait en bottom-up, il n'y a aucune raison que vous voyez trois choses complètement distinctes, parfois deux choses qui sont opposées. Des gens la voient tourner comme ça, et d'autres la voient tourner comme ça. Donc on a un problème. Mais je vais commencer par résoudre ce problème et mettre tout le monde d'accord. Si je fais ça, si vous regardez à droite puis au centre, la danseuse du centre va commencer à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour tout le monde. Je m'en fous dans quel groupe vous étiez il y a quelques secondes. Vous devez juste porter votre regard ici puis là, et cette danseuse va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si je fais ça, si vous regardez à gauche puis au centre, la danseuse du centre va commencer à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Encore une fois, indépendamment de ce que vous étiez en train de voir avant, et parfois on ne me croit pas, un peu comme pour les voitures. Parfois on me dit, tu es en train de changer la danseuse du centre à chaque fois que tu cliques. Du coup, je vais cliquer une dernière fois et puis je ne vais plus rien toucher. Si je fais ça, si vous regardez à droite puis au centre, la danseuse du centre tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous regardez à gauche puis au centre, la danseuse du centre tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et chacun et chacune d'entre vous peut la faire changer de sens quand vous voulez, sans que moi je touche à rien du tout. La danseuse du centre, vous êtes en train de l'apercevoir beaucoup plus sur notre... On peut aller vers le bottom-up et on peut aller vers le top-down. La danseuse du centre, vous la voyez beaucoup plus avec du top-down qu'avec du bottom-up.
La danseuse à droite et à gauche, vous la voyez beaucoup plus avec du bottom-up qu'avec du top-down. Cette danseuse tourne tout le temps dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous ne pouvez pas la faire changer de sens. Vous pouvez essayer autant que vous voulez, vous n'allez pas réussir. Cette danseuse tourne tout le temps dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez essayer de la faire changer de sens, vous n'allez pas réussir. Enfin, ce n'est pas vrai. Vous pouvez réussir d'une seule manière, en utilisant ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Notre vision périphérique est vraiment pourrie. Vous n'avez pas conscience de combien notre vision périphérique est pourrie. Je vais vous en prendre conscience. Si vous regardez juste ici, dans votre vision périphérique, les 3 danseuses tournent dans le même sens. Votre cerveau est en train d'aller contre le réel. Cette danseuse tourne tout le temps de manière opposée à celle-ci. Sauf si elle est dans votre vision périphérique, vous avez tellement peu d'informations que votre cerveau hallucine que les 3 danseuses sont en train de tourner dans le même sens. Alors que ce n'est pas vrai. Votre cerveau est en train d'aller contre la réalité et vous n'en avez même pas conscience. C'est ça qui est le plus flippant. Parce que ça, c'est un peu flippant. Mais ce qui est très flippant, c'est qu'on n'en a pas conscience. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça marche? Parce que c'est important d'expliquer comment les choses marchent. On a dit que c'est ça la science, essayer de comprendre le monde naturel. En fait, cette danseuse, on a déjà expliqué, mais je vais juste réexpliquer, elle manque d'informations. C'est ce qu'on appelle en science, en termes scientifiques, un stimuli ambigu. Il est ambigu parce qu'il lui manque de l'information. Et dans le cas de notre danseuse, c'est un stimuli ambigu bistable. Il est bistable parce qu'il peut être stabilisé. On peut réduire son ambiguïté de 2 manières différentes. À gauche et à droite. Donc pourquoi est-ce qu'il est ambigu? Pour une raison très simple, qui est vraiment mécanique. Là, on n'a pas encore commencé à réfléchir, on est encore dans notre perception. Il est ambigu parce que c'est un mouvement en 3 dimensions et on n'a pas de marqueur de profondeur. Notre cerveau ne sait pas quand est-ce que la jambe passe devant ou derrière, donc il est ambigu. À gauche et à droite, ce qu'on a fait est tout simple. On a rajouté de l'information bottom-up, on a rajouté des marqueurs de profondeur qui font que vous voyez maintenant la jambe passer devant puis derrière, ce qui indique un sens de rotation. Et ici, vous voyez la jambe passer maintenant devant puis derrière, ce qui indique un autre sens de rotation. C'est des versions stabilisées du stimuli ambigu bistable. Et ce qui va se passer est vraiment mécanique, c'est presque bête. On a un peu une idée de quelles sont les règles qui conditionnent comment est-ce qu'on stabilise le top-down. Et en l'occurrence, la règle ici s'appelle les a priori. Si vous regardez quelques millisecondes ici, vous formez ce qu'on appelle un a priori visuel, et votre cerveau va stabiliser l'ambiguïté du stimuli ambigu en portant cet a priori ici. Quand vous regardez quelques millisecondes ici, vous allez former un autre a priori visuel, et vous allez stabiliser dans ce sens. Donc quand on est face à de l'information manquante en bottom-up, on complète avec le top-down. Et si cette danseuse est ce qu'on appelle un stimuli ambigu bistable, le réel est ce qu'on appelle un stimuli ambigu multistable. Il y a beaucoup plus de manières de stabiliser l'ambiguïté du réel qu'il y a d'individus presque. Il y a certains philosophes de l'esprit qui estiment que c'est ce qui nous rend uniques. Quand on dit tout le monde est unique, il faut expliquer pourquoi. En fait, vous êtes unique comme tout le monde. Vous êtes unique dans la manière dont vous complétez les informations manquantes. Par exemple, quand on parle de traits de personnalité, qu'est-ce que ça veut dire un trait de personnalité dans le monde réel? Pas juste comme ça, lui il est comme ça, lui il est comme ci, ou elle est comme ça, elle est comme ci. En fait, les traits de personnalité, ça décrit comment une personne aurait tendance à stabiliser l'ambiguïté de certaines situations. Je vais vous donner quelques exemples pour que ça soit clair. Par exemple, imaginez une personne jalouse. Qu'est-ce que ça veut dire être jaloux? Déjà, personne ne décide d'être jaloux. Personne ne se dit, moi, quand je serai grand, je vais être jaloux. On devient jaloux, un peu comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue genre pratico-pratique? Imaginez que moi, je suis quelqu'un de jaloux. C'est un set d'a priori que j'ai. Je suis jaloux, je prends mon téléphone, j'appelle la personne avec qui je suis en couple. Cette personne ne répond pas. Je ne sais pas pourquoi elle ne répond pas. C'est un stimuli ambigu qui a besoin d'être stabilisé. Être jaloux, c'est avoir tendance à stabiliser cette ambiguïté en me disant « elle ne répond pas parce qu'elle me trompe ». Ne pas être jaloux, c'est stabiliser cette ambiguïté en me disant « elle ne répond pas parce qu'elle est occupée, elle nous rappellera après ». C'est quoi une personne optimiste? L'optimisme, c'est une description littérale de comment une personne aurait tendance à stabiliser l'ambiguïté du futur. Le futur, par définition, est ambigu, il n'existe pas encore. Une personne optimiste, c'est quelqu'un qui met de soi dans le futur pour dire « le futur va bien se passer ». Une personne pessimiste, c'est quelqu'un qui met de soi dans le futur pour dire que ça va mal se passer. Et si on fait ça pour notre perception, vous imaginez bien qu'on fait ça beaucoup plus pour nos pensées. Parce que dans nos pensées, on a beaucoup plus d'informations manquantes que dans notre perception. Je vous donne un exemple de stimuli ambigu bistable que vous pouvez switcher juste avec votre pensée,
qui est le suivant, le lapin-canard. Si vous pensez à un lapin, vous voyez un lapin. Si vous pensez à un canard, vous voyez un canard. Si vous montrez cette image à quelqu'un qui connaît les lapins mais qui ignore complètement l'existence des canards, elle ne peut voir que des lapins. Mais si vous montrez ça à quelqu'un qui connaît très bien les canards mais qui n'a jamais entendu parler de lapins, il peut voir que des canards. Mais si vous montrez ça à quelqu'un qui connaît ni les lapins ni les canards, ben cette personne va voir des traits noirs sur un fond blanc. En fait, on ne voit pas le monde tel qu'il est, on voit le monde tel que nous sommes. On met tout le temps de soi dans le monde. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le relativisme. Ça ne veut pas dire que tout le monde invente son réel comme ça. C'est un peu genre open bar, où tout le monde y va à son truc. Il y a une sorte de règle qui régit cette hallucination contrôlée. Plus une situation ambiguë et incertaine, et plus je peux lui attribuer le sens que je veux, et moins une situation ambiguë et incertaine, et moins je peux lui attribuer le sens que je veux. Quand vous comprenez ça, vous allez comprendre par exemple pourquoi il y a eu tout un pataquès qui continue d'ailleurs, par exemple sur le vaccin contre Covid de Pfizer, et pourquoi des personnes qui ont complètement refusé l'idée même de se faire vacciner, parce que Pfizer c'est le grand méchant loup, n'ont aucun problème à prendre du Viagra, alors que le Viagra est aussi fait par Pfizer. La différence, c'est l'ambiguïté. Le Viagra, ça existe depuis longtemps, donc c'est stabilisé, et les gens se disent, j'en ai besoin. Alors que le vaccin, c'était quelque chose de nouveau, donc très ambigu, et chacun va mettre plus de top-down que de bottom-up, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de bottom-up, on n'a pas le recul, c'était une nouvelle technologie, etc. Donc si moi, j'ai des a priori, où je suis relativement méfiant de l'autorité, j'aime pas trop les médecins, je pense que les compagnies pharmaceutiques, c'est des compagnies prédatoriales, je vais greffer ma vision dessus et me dire ce vaccin, c'est la lie. Et si moi, je suis immunologue ou médecin, et je pense que ou j'ai un ancêtre qui est mort de polio parce qu'il n'y avait pas encore le vaccin, etc., je vais mettre de moi et trouver que c'est vraiment un truc hyper génial. Plus une situation ambiguë et incertaine, et plus on peut lui attribuer le sens qu'on veut, moins une situation ambiguë et incertaine, moins je peux lui attribuer le sens que je veux, mais on est encore face au même problème, c'est qu'on n'a pas un moyen de savoir combien une situation est ambiguë, parce que par définition, notre cerveau stabilise sans qu'on le sache. Par exemple, je vous ai dit, moi j'ai fait ma thèse sur l'anxiété sociale, donc la cognition sociale, comment est-ce que je me représente dans des situations sociales, et dans notre cognition sociale, on a 3 ordres de pensée. On appelle le premier ordre de pensée les pensées qui sont en lien avec moi-même. Comment est-ce que je me perçois? Est-ce que je pense que je suis quelqu'un d'intelligent, de joli, de sympa, d'avare, mesquin, de cool, etc. On appelle les pensées du second ordre, qu'est-ce que je pense des autres? Est-ce que je pense que vous êtes un public respectueux, intéressé, intéressant, etc. Et puis on a ce qu'on appelle les pensées du troisième ordre, qui est qu'est-ce que je pense que les autres pensent de moi? Est-ce que je pense que vous pensez que la conférence est intéressante? Quand on a une anxiété sociale, c'est un trouble qui crée des a priori qui font que on a tendance, une tendance même massive et excessive, à avoir des pensées du troisième ordre qui sont sur un registre négatif. Vu que de toute façon, je ne peux jamais savoir ce que les autres pensent de moi. Donc par définition, mes pensées du troisième ordre ont tout le temps une marge de top-down. Être anxieux social, c'est interpréter, stabiliser l'ambiguïté du comportement des autres sur un registre négatif sur moi. Par exemple, si je vous regarde, vous me regardez, je me dis que je vois dans son regard qu'elle regrette s'être assise au premier rang, parce qu'elle aurait voulu partir, que vous êtes en train d'écrire la recette de ce que vous voulez déjeuner demain, parce que vous ennuyez, vous avez vu que vous aviez un carnet, et vous dites, bon, écoute, vu que je suis là, je vais juste écrire autre chose. Penser ça va faire que mon cœur s'accélère, je vais avoir une boule au ventre, je vais commencer à suer, et peut-être je vais me dire, en fait, un instant, peut-être je vais me dire, je me sens pas très bien, désolé Fred, je dois y aller, je me tire et je reviens plus jamais ici. À l'inverse, imaginez que moi je suis pas du tout phobique social, je suis le mec le plus arrogant au monde. Je me dis que vous êtes assis un peu les bras croisés parce que vous arrivez à tenir votre chaise tellement il y a de l'intelligence qui est en train d'être déversée sur vous et que vous êtes en train de noter chaque mot, un peu comme la bonne parole d'un prophète, où vous dites il faut vraiment pas que je loupe un mot de ce qu'il dit parce que si ça se trouve, j'aurai jamais la chance d'être en présence d'un tel génie dans le futur. Et entre ces deux extrêmes où je pense que vous pensez que je suis nul et je pense que vous pensez que je suis le mec le plus brillant au monde, vous n'avez pas changé. Ce qui a changé, c'est mes a priori. Est-ce que je suis anxieux social ou est-ce que j'ai un gros melon? Et on est tout le temps en train de faire ça. La manière dont on stabilise l'ambiguïté du futur, du passé, des autres, est une partie intégrante de mon fonctionnement. Vous aviez une question, madame?
Non, non, c'est pas du tout à l'humain. Oui. Répétez pour tous les gens qui sont Ok. Est-ce que tous ces fonctionnements sont liés à l'humain ou Absolument pas. les animaux aussi ont Les des animaux, perceptions? en tout cas tous les mammifères, mais on pense que c'est quasiment tout le vivant. En fait, c'est comme ça qu'on fonctionne un peu les tours de magie. Les tours de magie, c'est quoi? C'est de prendre des choses qui sont très 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 top-down et de les prendre à contre-pied. Je vais vous montrer un exemple. Hop. Regardez, c'est pas par hasard que quand on fait des tours de magie, désolé pour le handy, qu'on fait disparaître et apparaître des choses. Parce que la disparition et l'apparition des choses, c'est quelque chose de très top-down, c'est une règle fondamentale de notre univers. Donc si par exemple je prends ma bague et je l'enlève et elle revient, ça vous fait quelque chose. Vous dites genre qu'est-ce qui s'est passé? On fait pas des tours de magie ou quelque chose genre une inside joke d'un groupe de potes. On fait sur des règles générales de l'univers. J'enlève ma bague, elle revient. J'enlève ma bague, elle revient. Et c'est hyper étrange. Et pour revenir à votre question, c'est pas pour frimer que j'ai fait ça, quoique. Mais pour revenir à votre question, si vous faites des tours de magie à un animal, il pète un plomb. Vraiment, genre vous prenez une croquette, vous la mettez dans votre main, vous montrez à un chien que vous êtes en train de mettre la croquette dans votre main et par un tour de passe-passe, vous la mettez pas vraiment dans votre main, et puis vous ouvrez votre main, le chien il est sidéré. Il y a des vidéos sur internet que je peux vous recommander, c'est vraiment marrant. C'est des gens qui font des tours de magie à leurs propres animaux de compagnie. En gros, ils se mettent, imaginez que là il y a un pas de porte, je me mets dans la porte, et donc là il y a un mur, et je prends une sorte de drap, il y a mon chien qui est devant moi, et je lui fais coucou. Coucou, coucou, puis je jette le drap et juste je me cache. Et le chien, il voit que j'ai disparu. C'est hyper drôle. Il y a des chiens qui commencent à aboyer, qui disent « Oh mon Dieu, comment je vais manger ce soir ?» Il n'y a plus personne qui va me faire des câlins, etc. Ça marche sur tous les animaux, peut-être pas les chats, parce que les chats, ils n'ont rien à foutre de nous, mais tous les autres, ça semble marcher. Et donc, notre cerveau n'est plus du tout juste quelque chose qui est en train de reconstruire le monde, mais c'est quelque chose, c'est un organe qui fonctionne par approximation, parce qu'on met beaucoup de soi dans le monde, et par prédiction. Le problème, c'est que c'est des pensées, des émotions automatiques. Encore une fois, on n'a pas conscience que ces choses sont en train d'avoir lieu. C'est-à-dire, mes patients qui avaient de l'anxiété sociale pendant mes travaux de thèse, évidemment, on leur a dit, mais pourquoi vous n'allez pas demander aux gens? Qu'est-ce que tu penses de moi? Au début, ils disent, non, mais ça se fait pas, machin, et par la force de la persuasion, ils y arrivent. Donc ils vont au travail, ils disent à leur patron ou à leur patronne, comment est-ce que tu trouves que je bosse? Et là, les gens leur disent souvent, bah, très bien. Pourquoi tu me poses cette question? S'il y avait un problème, tu penses que je ne t'aurais pas dit? Évidemment qu'il y a genre, je suis très content de toi, tu es un élément agréable de l'équipe, ou je ne sais pas c'est quoi les formulations actuelles dans le monde du business. Le patient revient chez nous, à l'hôpital, on lui dit alors, tu as posé la question? Il dit oui, et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bah, ils m'ont dit qu'ils sont très satisfaits. On dit ok, bah voilà, tu as une information bottom-up, arrête avec ton top-down. Il dit mais non, mais il dit ça pour être gentil. Il ne va pas me dire qu'il pense que je suis une merde. Mais je l'ai vu, comment il était en train de le dire, il n'était pas convaincu, ça se sent ces trucs. Il n'était pas convaincu, il faisait ça parce qu'il ne va pas me dire en face, en fait, t'es une merde. Donc il me dit, ouais, t'es très gentil, machin, 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 machin. Mais après, ils sont allés à déjeuner, ils ne m'ont pas invité. Ça se voit qu'ils ne m'aiment pas. Et donc, c'est des pensées, des émotions automatiques sur lesquelles parfois on se trompe. Je vais vous faire sentir combien c'est automatique, combien ça coûte de résister à ces choses avec un test qu'on appelle le test de Stroop. Et donc, je vais vous demander, dans un premier temps, on va lire les mots. Vous allez voir, c'est très simple. Je peux même, moi, le faire si vous n'avez pas envie de participer. Ça fait jaune, rouge, jaune, vert, bleu, vert, jaune, jaune, rouge, bleu, rouge, bleu, vert, jaune, vert, vert, rouge, bleu, jaune, rouge. C'est automatique, très facile, on lit depuis qu'on est petit. Maintenant, je vais vous demander de faire autre chose. Je vais vous demander d'aller contre vos pensées, vos émotions automatiques, et au lieu de lire le mot, on va essayer de dire la couleur avec laquelle le mot est écrit, la couleur de la police. Vous allez voir que pas tout aussi facile. Donc si on commence là, ça fait jaune. On va essayer d'aller un peu plus vite. Sinon, on va finir à 23h. Donc, jaune. Là, il n'y a même pas de vert, ni le mot, ni la couleur. J'ai juste dit vert pour aucune raison. On fait la dernière ligne. Ouais, j'ai entendu des rouges. Vous voyez cet effort? On appelle ça le contrôle métacognitif. Ça nous coûte de devoir inhiber nos automatismes pour activer quelque chose d'autre. C'est un pilier un peu de la thérapie, d'aider les personnes à développer leur contrôle métacognitif. C'est les pensées qu'on a sur nos pensées pour essayer de résister à ces pensées, à ces émotions automatiques. Une raison hyper pratico-pratique, c'est que parfois on se trompe.
tout simplement. Et quand on se trompe, quand on a une stratégie cognitive qui rencontre un environnement dans lequel cette stratégie n'est plus optimale, on appelle ça des biais cognitifs. Vous avez sûrement entendu parler des biais beaucoup de fois, mais j'aime bien expliquer. J'aurais pu commencer par dire on a des biais cognitifs, mais je trouve que c'est plus intéressant d'expliquer d'où ça vient. Et les biais, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. C'est quelque chose qui peut être bien ou pas bien, selon la situation. Les biais sont tout le temps contextuels, et ces biais sont prédictibles, on sait à peu près comment ça marche. On a déjà identifié plus de 200 biais. Le stéréotypage, l'ancrage, l'aversion à la perte, etc. On ne va pas les faire tous. On peut faire une conférence de 6 heures juste en listant des biais, mais ce n'est pas hyper intéressant. On peut par exemple prendre un exemple comme le biais d'optimisme. L'optimisme, on a dit que c'est une stabilisation de l'ambiguïté du futur sur un registre positif. Et on a tendance à se dire, on a envie que les gens soient optimistes. C'est une qualité qui est en général souhaitable. Genre si quelqu'un me dit, tu dois créer un humain, tu as le choix entre le rendre optimiste ou pessimiste, une grande partie d'entre nous vont choisir d'être optimistes. Le problème, c'est qu'une même stratégie cognitive, une même stabilisation de l'ambiguïté, une même nécessité d'aller vite ou des choses comme ça, peut être très bonne dans une situation et très mauvaise dans une autre situation. Par exemple, imaginez que vous connaissez quelqu'un d'optimiste et vous l'emmenez au casino. C'est une très mauvaise idée. N'emmenez jamais des optimistes au casino. Parce qu'un optimiste au casino, il joue, il perd, mais il est optimiste. Donc il se dit, moi, au prochain coup, je vais me refaire. Il rejoue, il repère, et dans ce cas-là, son optimisme devient un biais d'optimisme. Les biais sont tout le temps contextuels, mais je ne vais pas me priver de vous montrer quelques exemples avant d'élargir un peu à une dimension un peu méso, puis de conclure. Donc, premier biais qu'on va voir s'appelle le biais d'amorçage. Donc Colgate ont mis une pub en ligne il y a quelques années, qui était assez drôle. Donc Colgate, c'est une marque d'hygiène buccale pour les gens qui ne connaissent pas. Et la pub, c'est la suivante. C'est quoi le problème? La dent, effectivement, pour une pub de dentifrice, avoir une tache sur la dent, c'est problématique. Mais vous avez vu la dent parce que je vous ai dit Colgate. Le vrai problème de cette image, c'est cette main, elle est à qui? Mais vous ne voyez pas la main parce qu'on a parlé de Colgate, j'ai créé une amorce, on a des ressources limitées, donc on ne voit pas toute l'image. J'ai attiré votre attention sur la dent et donc vous ne voyez pas le problème. D'ailleurs, la pub était hyper intelligente. Parce que eux, pourquoi ils l'ont fait? C'est une vraie pub. Hein. Ils ont dit une tache sur la dent fait que les gens ne voient même pas une main fantôme, donc brossez-vous les dents. Ça n'avait rien à voir avec les biais, mais c'était assez marrant. Un autre exemple de biais assez classique s'appelle le biais de cadrage. Donc ça, c'est une expérience qui a été faite dans un cinéma, il y a même là aussi, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Par exemple, sur les biais, beaucoup de gens me présentent souvent quand je fais des confs sur les biais. Albert Moukébert va nous parler des dernières découvertes en neurosciences sur les biais cognitifs. Les biais cognitifs, ce n'est pas des neurosciences. C'est de la psychologie cognitive des années 70, mais dire neurosciences, ça fait plus sexy, donc les gens aiment bien dire neurosciences pour tout et n'importe quoi. Donc, à la vente, au cinéma, on a mis un popcorn à 3 €, un popcorn à 7 €, et on a laissé passer quelques jours, et surtout, on allait demander aux gens pourquoi est-ce qu'ils sont en train d'acheter le popcorn qu'ils sont en train d'acheter. On a remarqué que 60 ou 70% de nos ventes se faisaient sur les popcorns à 3 €. Et quand on allait demander aux gens pourquoi vous êtes en train d'acheter le popcorn à 3 €, ils disaient 7 € le popcorn c'est de l'arnaque, on n'est pas bête, on ne va pas payer 7 € un popcorn, 3 € c'est très bien. La semaine d'après, on n'a pas touché à la taille des popcorns ni à leur prix, on a juste changé le cadrage de l'information, donc un biais de cadrage, on a introduit un nouveau popcorn à 6,50. Et soudainement, ce popcorn c'est devenu le petit, le moyen et le grand, et nos ventes se sont déplacées de 60-70% ici, à plus de 50% sur les 7 €. Et quand on allait demander aux gens, mais pourquoi vous êtes en train d'acheter le popcorn à 7 €, ils disaient, le petit popcorn, c'est pour les nuls. Il va être fini avant la fin des bandes annonces. Je vais être complètement stupide pendant le film, j'ai pas de popcorn. 6,50 le popcorn moyen, autant en payer 50 centimes en plus et avoir le grand, si proche du but. D'ailleurs, c'est ces expériences qui ont donné lieu à une loi, qui était une loi française, qui est maintenant européenne, que vous avez tous et toutes remarqué, mais vous ne savez pas que ça vient de nos travaux, et qui est l'apparition dans les supermarchés sous le prix du prix au kilo. Parce qu'il y avait des marques qui s'amusaient à mettre, par exemple, en grand format familial. Vous stabilisez l'ambiguïté en vous disant c'est moins cher, format économique, mais ce n'est pas la même chose, format économique et format familial, alors que vous étiez en train de payer plus cher au kilo que si vous avez pris l'autre pot. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Un peu comme pour notre danseuse, on a réduit l'ambiguïté top-down, en mettant plus d'informations bottom-up, où vous pouvez comparer très facilement
les prix au kilo et faire le choix qui vous arrange. Si vous voulez un grand format mais qui coûte plus cher parce que je sais pas, vous ne voulez pas porter 2 boîtes, vous le faites. Et si vous voulez l'option la plus économique, vous pouvez comparer sans avoir besoin de sortir votre téléphone et de passer toutes vos courses à faire des règles de 3. Un autre exemple de biais, c'est des conséquences parfois éthiques et morales. Par exemple, ça c'est un scénario qu'on a fait avant de savoir qu'il allait y avoir une vraie épidémie. Où on a demandé à des gens de choisir une politique la plus raisonnable lors d'une épidémie qui s'est déclenchée dans notre pays. Cette épidémie touche à 600 personnes et vous avez le choix entre 2 stratégies. Soit vous pouvez sauver 200 personnes sur 600 pour sûr, soit vous avez une chance sur 3 de sauver tout le monde. C'est pas du tout la même chose, hein. Si vous pensez que c'est la même chose, c'est pas du tout la même chose. Quand on pose cette question au laboratoire, 72% des gens préfèrent l'option A. Si on repose la même question, mais un peu différemment, donc là, la prochaine diapo va être la même que celle-ci, mais juste formulée différemment. Au lieu de dire sauver 200 personnes sur 600 à coup sûr, on dit laisser mourir 400 personnes. Au lieu de dire une chance sur 3 de sauver tout le monde, on dit 2 chances sur 3 de voir tout le monde mourir. Là, il n'y a plus que 22% des gens qui choisissent l'option A. Je vais les mettre l'une à côté de l'autre pour que ça soit plus clair. Donc sauver 200 personnes sur 600 à coup sûr, c'est exactement comme laisser mourir 400 personnes à coup sûr. Et donc vous sauvez que eux. C'est écrit en anglais, donc c'est équilibré. Hein. Non, comment c'est écrit au labo? C'est juste que la boîte sur la diapo, ça ne rentrait pas. Mais c'est sauver seulement 200 personnes sur les 600 et personne d'autre, versus laisser mourir 400 personnes pour sûr et pas sauver. Il ne faut juste pas dire sauver. Laisser mourir 400 personnes et personne d'autre. Une chance sur 3 de sauver tout le monde et 2 chances sur 3 de voir tout le monde mourir. C'est mathématiquement 2 scénarios qui sont exactement identiques. La seule chose qui change, c'est comment on présente l'information. Ici, on met en avant les gains. Quand on met en avant les gains, on a tendance à activer un certain biais qu'on appelle l'aversion à la perte. On préfère ne pas perdre que gagner. C'est de là que vient un proverbe que j'écorche tout le temps, qui dit « 1, tu l'as, vaut mieux que 2, tu l'auras ». Il y a une version en libanais, c'est genre 1 oiseau dans la main, c'est mieux que 10 oiseaux sur l'arbre. C'est le même concept. Quand on a quelque chose, on préfère l'option certaine à la prise de risque. On a une aversion au risque. Ici, on met en avant les pertes. Quand on met en avant les pertes, ça nous pousse à une prise de risque et les gens choisissent l'option avec risque. Il y a un déplacement de 150% des voix sur 2 scénarios qui sont exactement pareils, juste selon ce qu'on met en avant dans chaque situation. Évidemment, ça cause plein de questionnements sur les sondages, les enquêtes d'opinion, les référendums, les enquêtes de satisfaction client, etc. Il y a toute une discipline qui existe maintenant, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle l'architecture du choix. C'est des gens qui sont embauchés pour créer des questionnaires, des formulaires qui architectent le choix des répondants. Donc vous me dites, est-ce que tu peux me créer un questionnaire qui fait que les gens auront plus tendance à dire que ma marque est le leader du marché? Je dis OK, je fais ce qu'on appelle de l'A/B testing, donc je crée 5 versions du questionnaire, je recrute un focus group de 400 personnes, je vois comment la formulation de ma question impacte les réponses, je choisis celle qui est le plus avantageuse, et puis je lance le questionnaire en grandeur nature. Je dis voilà, les gens me préfèrent à moi, à mes adversaires. L'architecture du choix, domaine en pleine expansion. Et enfin, ce n'est pas juste les humains, c'est les autres animaux. Et donc je vais vous montrer un dernier exemple qui est une situation d'inégalité salariale chez les singes. Comment est-ce qu'on fait de l'inégalité salariale chez les singes? Avec la nourriture. On va demander à 2 singes, c'est des singes femelles, les 2. On va demander à 2 singes de faire la même tâche. La tâche, c'est qu'il faut qu'ils prennent de l'expérimentatrice une pierre et qu'elle nous la rende. Et cette singe va être payée en concombres. Les 2 singes connaissent les concombres et les raisins. Ce n'est pas la première fois qu'ils découvrent. Et elles ont une appétence pour les raisins, parce que les concombres, c'est 90% d'eau, c'est comme si vous lui donnez, 50 centimes, ou 5 euros, je ne sais pas c'est quoi le taux d'intérêt chez les singes en ce moment. Et l'autre singe va être payé en raisin. Un raisin, c'est plein de sucre, c'est comme si vous êtes en train de lui donner, 2000 euros. C'est exagéré, hein, mais c'est pas grave, c'est meilleur, merci. Au début, cette singe va faire la tâche, elle va prendre le concombre et le manger, c'est juste pour qu'on vérifie qu'elle n'a rien contre les concombres. Celle-là, elle va avoir un raisin. Celle-là, elle va voir que l'autre a eu un raisin. Son cerveau prédictif va se dire « Chouette, je vais avoir un raisin aussi », mais l'expérimentatrice va lui donner un concombre quand même. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer.
Donc, la tâche, c'est qu'elle qu'elle nous rende la pierre. Elle a le concombre, elle le mange sans problème. L'autre doit faire la même chose. Elle le fait. Et là, elle a un raisin. La première voit que l'autre a eu un raisin. Donc, elle se dit, chouette, je vais avoir un raisin. Donc, elle fait vite, vite, vite. Elle a un concombre, elle goûte. Elle dit, tiens, c'est pas un raisin. Boum. Elle n'est pas contente. Elle veut faire la grève. La manif. L'autre, évidemment, elle est bien, bien contente d'avoir 3 fois le SMIC. Là, elle doute d'elle-même. Elle dit peut-être que j'ai mal fait mon travail. Donc, elle teste la pierre. L'expérimentatrice lui dit non, tu te trompes pas, c'est moi. Je t'exploite. Elle a le concombre, elle veut même plus goûter. Et elle balance. Et elle est vraiment pas contente. En fait, on a une autre forte croyance qui est fausse. Comme que nos sens, c'est de la reconstruction, on a tendance à croire que nos comportements sont le fruit de mon activité cérébrale. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose qu'on appelle de la cohérence systémique, des injonctions paradoxales. Notre cerveau a aussi besoin de faire sens du reste, de nos interactions, du système dans lequel on baigne. Et ça nous a fait pousser à développer un nouveau modèle théorique qui dit en fait, on n'est pas juste notre cerveau. Cette croyance qu'on a depuis le XVIIe siècle, avec Descartes et Sténon, qui dit que le cerveau est le siège et le centre d'opération pour expliquer les comportements humains, est en train d'arriver à une impasse. Et dans les années 90, 2 philosophes, qui s'appellent Umberto Maturana et... J'ai un trou de mémoire alors qu'il est plus connu que Maturana, mais ça va me revenir. Francisco Varela, ça m'est revenu, mon cerveau a mis un peu de temps. On dit en fait, on ne peut jamais comprendre le comportement d'un humain juste en regardant son cerveau. Parce que les humains et tous les autres animaux, quand je dis humains, c'est tous les autres animaux tout le temps. C'est juste que je parle des humains parce que je parle à des humains. Si je faisais ma conférence avec des chats, j'aurais dit des chats. Mais... On ne peut pas comprendre le fonctionnement d'un humain juste en étudiant son cerveau parce qu'on a ce qu'ils appellent une cognition incarnée. On a un corps qui se meut dans l'espace et on a un environnement. Et le comportement d'un humain est le fruit d'un modèle interactionniste permanent entre l'activité cérébrale, qui reste hyper importante, l'état corporel et l'environnement. Et pour comprendre le comportement d'un humain, il faut trouver quel est le bon niveau explicatif. Certains comportements vont venir du cerveau, d'autres comportements vont venir du corps. Par exemple, un humain qui n'a pas dormi devient hyper irritable. Et parfois, le comportement vient du contexte. Si j'étais en train de faire cette conférence et vous étiez tous en train de parler en même temps, j'aurais été déconcentré. Parce que j'aurais eu d'autres choses qui viennent de vous. Et ça change complètement l'approche hyper réductionniste de dire le comportement humain vient du cerveau ou les analogies humain-machine, par exemple. Les premières expériences qui avaient une sorte d'intuition sur la cognition incarnée remontent à très longtemps. Par exemple, il y a une expérience qui est vraiment sadique, mais qui nous a aidé à comprendre plein de choses. C'est une expérience de 2 chercheurs qui s'appellent Hald et Hein dans les années 60, où ils ont fait vraiment un dispositif cruel, mais c'est déjà fait maintenant, donc je vais vous le raconter. Ils ont pris des petits chatons qui venaient de naître, et dès que les chatons sont nés, ils leur ont bandé les yeux, de telle manière à ce que les chatons ne puissent rien voir. Et tous les jours, ils les mettaient dans cette contraption. Donc leurs yeux sont fermés, on va mettre un chat attaché comme ça à une barre, qui peut se promener en cercle, et l'autre chat, il est dans une nacelle, il ne touche pas le sol, et qui va tourner exactement de la même manière que ce chat-là. Et l'idée, c'était de faire en sorte que le système visuel du chat A et le système visuel du chat B reçoivent exactement les mêmes informations. La seule différence, c'est que ce chat est en train d'explorer le monde, pas juste avec ses yeux, mais aussi avec son corps, et ce chat, il est juste en train de voir avec les yeux et son corps ne bouge pas. Si notre cerveau était un organe juste de traitement de l'information, après quelques semaines, ces 2 chats devraient avoir le même système visuel. Les mêmes photons de lumière ont touché leur rétine, leurs cerveaux ont reçu les mêmes influx nerveux visuels. Sauf qu'après quelques semaines, quand ils ont arrêté leur expérience très cruelle, ils ont remarqué quelque chose de complètement inattendu. Ce chat avait une vision relativement normale,
Et ce chat était quasiment aveugle. Vous balancez un truc sur ce chat, il ne bouge pas la tête. Il se cogne dans les murs et ça n'a rien à voir avec ses muscles. Ce n'est pas un problème musculaire. C'est vraiment un problème visuel. Ce chat est vraiment, je pense, soit aveugle complètement, soit quasiment aveugle. Et lui, il est quasiment normal. Alors qu'ils ont été exposés de la même manière. On ne peut pas découper notre fonctionnement comme on le fait pour étudier une voiture, où je peux démonter le moteur, étudier chaque petite partie, puis remettre bout à bout et comprendre le moteur. On est ce qu'on appelle un système dynamique complexe, donc on a des boucles de rétroaction, etc. Et on ne peut pas séparer et étudier en petits bouts ce système d'interaction cerveau, corps, environnement. Et ça a plein de conséquences dans plein de choses, parce que ça nous pousse à avoir une sorte de vision non réductionniste de l'humain, une autre manière de penser l'humain qui est non réductionniste. Je vais vous donner quelques exemples de 3 grandes disciplines et après on pourra conclure. La première, c'est dans la santé mentale, qui est une des choses sur lesquelles je travaille vu que je suis clinicien. Donc je fais de la thérapie, etc. Et il faut savoir que la santé, en général, est très influencée par un modèle de médecine qui existe depuis plusieurs siècles maintenant, qui s'appelle le modèle biomédical. Et le modèle biomédical, il repose sur 3 suppositions assez fortes. Une personne qui est malade a un pathogène. Pour soigner une personne malade, il faut guérir le pathogène. Et une personne saine, c'est une personne qui n'a pas de pathogène. Et donc, on a utilisé cette même intuition sur la santé mentale. Sauf que quand on a une vision incarnée du fonctionnement humain, on réalise que le modèle biomédical ne marche pas sur les troubles mentaux, parce que les troubles mentaux ne sont pas comme les autres troubles. On n'a pas un pathogène nécessairement dans le cerveau quand on a un trouble mental. On le sait, je vais vous donner plein d'exemples. Et heureusement, aujourd'hui, la recherche est en train d'abonder dans ce sens, où il y a de plus en plus de papiers qui disent en fait le modèle biomédical dans la santé mentale, il ne marche pas. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est un exemple hypothétique, le deuxième, c'est un exemple réel. L'exemple hypothétique, c'est imaginer une femme qui a 40 ans, sans aucun antécédent psy. Elle n'a jamais eu de problème dans sa vie, aucune dépression, aucun trouble anxieux, une enfance très heureuse, etc. Cette femme est brillante dans son travail, et un jour, un des compétiteurs de sa boîte décide de la débaucher pour l'embaucher parce qu'ils ont besoin d'elle. Il lui propose un poste incroyable. Elle est dans le COMEX et son salaire est triplé. Elle est hyper contente, elle est très flattée, elle accepte le poste. Quand elle arrive à ce COMEX, il se trouve que ce COMEX, ça arrive, est fait que d'hommes, et que ces hommes sont un peu lourdingues, voire sexistes. Donc tous les jours, ils font des remarques sur comment elle est habillée, sur son décolleté, pour lui dire « Est-ce que tu ne peux pas remettre la jupe que tu as mis hier, elle t'allait bien ?» Des choses comme ça, qui font que cette dame, elle n'est pas très contente d'aller au travail. Donc elle devient un peu moins bonne dans ses compétences professionnelles, parce qu'on a nos compétences, on a l'accès à nos compétences, et l'accès à nos compétences peut être modulé par plein de choses. Et surtout, elle commence à développer une sorte de trouble anxieux. Elle a une boule au ventre, elle ne se sent pas bien, qui fait qu'au bout des mois, elle développe une dépression. Ce serait complètement absurde de venir dire que cette patiente, parce qu'on l'appelle maintenant patiente, a un pathogène en elle. Sa maladie ne vient pas elle n'est pas dans son organisme, elle est dans son environnement. Thomas Fuchs, un psychiatre qui travaille sur une vision non réductionniste, donc sur une vision incarnée de la psychiatrie, il dit en fait, selon les patients, on a 2 types de problèmes. On a des patients qui ont des problèmes internes, donc leur cerveau ou leur corps, et des patients, c'est comme s'ils sont dans une piscine de maladies. Ils baignent dans leur pathogène. Et le pathogène n'est pas du tout dans leur organisme. Cette dame, vous la prenez de cette boîte, vous la sortez, vous l'enlevez, vous la remettez ailleurs. Au bout de quelques temps, sans faire de thérapie, sans rien faire, elle va aller bien à nouveau, juste parce que vous l'avez sortie. De la même manière que si cette pièce prend feu, on tousse, et quand on sort à l'extérieur, ça va mieux, il n'y a pas de pathogène. Et donc, ça change complètement comment on fait de la thérapie. Parce que dans ce cas-là, c'est plus tout le temps des facteurs internes où si quelqu'un vient me voir en thérapie, je dois tout le temps travailler sur son vécu et comment c'est ta relation avec tes parents et ton estime de soi, etc. Parfois, je dois travailler sur son environnement. Parfois, je dois travailler sur son corps. Il y a plein de patients qui viennent me voir. J'ai fait ma thèse sur les troubles anxieux. Donc, beaucoup de personnes viennent me voir pour des problèmes anxieux, des troubles paniques, des burn-out, des phobies sociales, etc. Et souvent, ils sont assez surpris parce que je peux passer 2-3 séances où je ne parle pas du tout d'eux. Par exemple, combien est-ce que vous dormez ? Si quelqu'un vient me voir et me dit « je dors 5 heures par soir », je vais dire « c'est normal qu'ils soient anxieux ».
Il faut que tu dormes 8 heures par soir pendant 2 semaines, et après on voit. Si tu es encore anxieux, on explore une autre piste. Je ne vais pas vous embarquer dans une sorte d'exploration introspective pendant des mois, alors que si ça se trouve, vous êtes anxieux parce que vous êtes en déprivation du sommeil. Je vous ai dit, je vais donner un exemple hypothétique et un exemple réel. Et l'exemple réel, c'est assez dramatique, c'était l'homosexualité. Dans les années 70 et 80, l'homosexualité était classifiée comme un trouble mental. Le modèle biomédical, c'est qu'il y a un pathogène. Donc on est allé chercher la maladie dans le cerveau et dans l'organisme des personnes homosexuelles. Et surtout, on a essayé de les guérir à travers des thérapies de conversion, ce qui a souvent poussé ces gens à se suicider. Comment est-ce qu'on a soigné le trouble? On a agi pas sur la personne, mais sur l'environnement. On a sorti des classifications diagnostiques l'homosexualité. On a essayé de prôner un peu plus de tolérance. Et une personne homosexuelle qui est dans un environnement qui n'est pas homophobe va aussi bien et aussi mal qu'une personne qui n'est pas homosexuelle. Son homosexualité devient un facteur complètement inimportant pour savoir si elle va aller bien ou pas. Ce n'est pas juste dans la santé mentale qu'une vision non réductionniste de l'humain peut avoir des conséquences intéressantes, c'est aussi beaucoup dans le monde de l'entreprise, où dans le monde de l'entreprise, là aussi, on a une tendance à internaliser les facteurs. C'est-à-dire, je vois un employé qui ne fonctionne pas bien, je vais automatiquement penser que c'est des facteurs internes qui l'expliquent. J'ai des personnes, je ne sais pas, qui font des burn-out dans mon équipe, je me dis, je vais mettre en place des ateliers de résilience pour les rendre plus forts. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça marche. Genre, le burn-out, c'est quelque chose qui est assez stable dans la population, 1 à 3% de la population, et sur les 15 dernières années, 10 dernières années, on est passé de 1 à 5% depuis 40 ans à 15 à 17%. Je ne me rappelle plus des pourcentages, mais je pense que c'était entre 12 et 17%, donc soit 12 et 15, soit 15 et 17. Donc ce delta ne peut pas être expliqué par des phénomènes internes. C'est sûrement soit la sursollicitation attentionnelle, le fait qu'on est tout le temps connecté, qu'il n'y a plus de désengagement attentionnel. Donc ce n'est pas juste le monde du travail, c'est la société en général. Le fait qu'on se mette beaucoup la pression, qu'on a une culture très améliorative. Mais on continue à traiter ce problème de burn-out en se focalisant sur l'individu. On va te rendre plus résilient. C'est un peu comme si je prends une batte de baseball, je vous explose le genou, et après on fait tous les deux genre qu'il n'y avait pas eu de batte de baseball. Qu'on va voir comment est-ce qu'on va rendre votre genou plus fort, parce que le pauvre, il est faible. Il ne peut pas supporter d'être pété avec une batte de baseball. Et ce n'est pas juste un monde dans l'entreprise ou dans la santé mentale. On a aussi une vision très réductionniste, évidemment, en politique, où on voit les neurosciences, littéralement, dans ce cas-là, être invoquées, sorties du chapeau, pour des choses complètement déconnectées du réel, comme par exemple qu'on est sur les réseaux sociaux à cause de notre dopamine, que les réseaux sociaux nous donnent des sortes de sucre du cerveau, ce qui est complètement pas vrai. Enfin, c'est pas complètement pas vrai, mais c'est pas du tout une explication de pourquoi on est sur les réseaux sociaux. Pas plus que... c'est l'analogie qui marche bien sur les réseaux sociaux et ce truc de dopamine. C'est imaginer qu'on est au début du XXe siècle, voire la fin du XIXe siècle. On vient de découvrir l'électricité. Et les gens décident d'installer des lampes chez eux. On leur dit, vous êtes en train d'installer des lampes parce que vous êtes accro à l'électricité, parce que ça stimule votre dopamine. Vous imaginez combien ce serait absurde de dire ça? On a créé ces plateformes, Google Maps, Facebook, Instagram, machin. On les a mis au centre de la société de telle manière à ce qu'elles deviennent incontournables. Si vous êtes designer graphique, vous n'avez pas d'Instagram, vous n'existez pas. Si les arts et métiers n'ont pas de réseaux sociaux, probablement que plein de gens ne sauraient pas qu'il y aurait cette conf, ou vous n'avez pas de mail. On ne va pas aller toquer sur les portes et dire il y a une conf d'Albert Moukébert aux arts et métiers. Si vous êtes politique, vous voulez faire une campagne électorale, vous n'utilisez pas les réseaux sociaux, vous n'allez pas gagner. Il n'y a aucune chance que vous gagnez. Donc on a créé des outils, on leur a donné une puissance hyper importante dans l'organisation sociale, et puis par un tour de passe-passe, on va blâmer le cerveau des gens. Et ça a des conséquences d'idéologie et d'agentivité. Parce que dans ce cas-là, pour résoudre le problème des fake news, de la sursollicitation des réseaux sociaux, de la surutilisation des écrans, qu'est-ce qu'on va faire? On va agir sur l'individu. On va faire de l'éducation aux médias. On va blâmer les jeunes. Pourquoi les jeunes sont tout le temps sur les écrans? Ça me fait vraiment marrer ce truc des jeunes sur les écrans. La dernière fois, je faisais une conférence. Et à la fin de la conférence, une personne me dit « Le problème des écrans et des jeunes ». Et j'ai dit à la personne « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Et la personne m'a dit, je pense qu'elle était architecte. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me raconter une journée type
dans votre métier? Elle me dit, ouais, je me réveille, je dépose mes enfants à l'école, et je suis au bureau vers 9h, je travaille sur mes projets jusqu'à 17h, 18h, j'essaye de pas trop travailler, et je rentre à la maison. Et je dis, quand vous êtes au travail, là, de 9h à 17h, vous êtes sur quel? Vous êtes sur quoi? Vous êtes sur un cheval? Vous êtes sur quoi? Je dis, ben, je suis sur l'ordinateur. Et l'ordinateur, c'est quoi? C'est un écran. Donc vous êtes 8 heures par jour sur votre écran, mais vous ne considérez pas que vous êtes addict à l'écran. Vous ne dites pas pourquoi est-ce que les adultes passent 8 heures par jour sur les écrans, parce que vous rationalisez. Vous vous dites, bah, c'est mon travail. Mais quand vous voyez votre gamin faire 1 heure de console, vous dites, ah, les satanés écrans, c'est vraiment mauvais pour la santé. C'est assez marrant comment on peut... Ça s'appelle le biais fondamental d'attribution. On juge les autres, mais on se trouve des excuses à nous-mêmes. C'est assez drôle, sauf que c'est vraiment dramatique. Mais c'est un autre sujet. Et donc, on voit ça sur les réseaux sociaux, mais on le voit aussi pour des enjeux beaucoup plus larges. Par exemple, l'amour, c'est maintenant dans le cerveau, alors qu'encore une fois, on a une cognition incarnée, ou plus récemment, un best-seller d'une personne que j'apprécie, mais son hypothèse n'était pas la bonne, qu'on n'agit pas pour le climat à cause du cerveau qui est paramétré pour ne pas être écolo. Et dans le bug humain, Nicolas Hulot le trouve formidable, très bien, Sébastien Boller va blâmer une structure spécifique dans notre cerveau qui est le striatum, où il explique que c'est à cause de notre striatum qu'on est incapable d'être écolo, et il ignore que 80-90% de l'espèce humaine vit avec un mode de vie complètement respectueux et compatible avec la planète. Il y a même certaines personnes qui activement militent pour se priver de certains plaisirs pour le bien commun, et il faudrait expliquer qu'est-ce qui se passe dans leur striatum. Ou bien est-ce qu'ils n'en ont pas un, j'en sais rien. Mais ça ne marche pas. Et surtout l'IRM, on pourrait faire toute une conférence sur la preuve par l'IRM. Tout ça, ça crée une sorte de surresponsabilisation de l'individu, parce que tout devient quelque chose d'interne à son cerveau et une invisibilisation du contexte. Pour finir, parce que j'arrive à la fin, il faut comprendre qu'on n'est pas juste notre cerveau, qu'il faut prendre en compte un contexte, qu'il faut prendre en compte le corps, par exemple, au travail, de créer des espaces où les gens se sentent en sécurité, qu'ils ont des conditions de travail qui sont bonnes. C'est peut-être un peu plus important parfois que de leur mettre un baby-foot et de les faire travailler jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Et le dernier problème auquel on est en train de faire face aujourd'hui, c'est que pour la première fois un peu de l'histoire des sciences, la science est quelque chose qui se base sur l'objectivation. Il faut mesurer. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on est face à un sujet d'étude, nous, qui avons une subjectivité. On a ce qu'on appelle une phénoménologie, une vie intérieure. Et on ne sait pas comment mesurer cette subjectivité. On appelle ça le problème difficile de la conscience. C'est un des plus gros problèmes qu'on a aujourd'hui en sciences cognitives. Par exemple, si vous allez voir, vous avez mal, okay, vous avez une douleur. On a parlé tout à l'heure de la nociception. Je vous ai dit, ce n'est pas exactement la douleur et c'est à cause de ça. Vous avez mal, vous allez voir votre médecin. Est-ce que vous savez c'est quoi la technologie de pointe la plus avancée aujourd'hui pour mesurer votre douleur? Combien est-ce que vous avez mal sur une échelle de 1 à 10? On n'a pas de dolorimètre. Parce que quand on fait des mesures de la nociception, on a remarqué que le signal nociceptif dans les nerfs, qu'on sait mesurer, est parfois décorrélé du ressenti subjectif de la douleur. Si je vous prends tous ici et je vous mets dans des IRM, certains d'entre vous vont découvrir qu'ils ont des pincements à la moelle épinière, mais vous n'avez pas du tout mal au dos. D'autres vont découvrir qu'ils ont hyper mal au dos, mais en fait, leurs IRM, il n'y a rien. Et d'autres vont découvrir qu'il y a quelque chose et qu'ils ont mal, et d'autres vont découvrir qu'il n'y a rien et qu'ils n'ont pas mal. Mais le problème, c'est que quand on pose la question, ce n'est pas hyper scientifique. La science aime bien les mesures objectives. Et là, c'est une mesure subjective qui fait que, surtout, le médecin peut ne pas vous croire. On ne connaît que les douleurs qu'on a vécues. Si quelqu'un annule, je vais aller au cinéma avec mon meilleur pote, il me dit je ne peux pas y aller parce que j'ai une rage de dents, je vais me dire il me plante. Mais si moi j'ai déjà vécu une rage de dents et je sais combien ça fait mal, je vais au contraire être hyper empathique, lui dire oh c'est trop dur, essaye de faire ci, essaye de faire ce truc qui a marché pour moi. Et surtout on peut nier le vécu de certaines personnes et la pire chose, et ça va être ma première conclusion, je déteste faire des conclusions, donc c'est ma première, mesurer un humain semble le modifier. Il y a une loi qui s'appelle la loi de Goodhart, qui est devant vous à l'écran, c'est que lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Il se trouve que quand on mesure des humains, d'une certaine manière, ça modifie leur comportement. Je vais vous donner 2 exemples
que vous connaissez sans doute. Le premier, c'est les notes à l'école. On a remarqué que quand on a commencé à mesurer les connaissances des élèves, ben, ça a modifié leur comportement. Ils ne sont plus en train d'essayer d'apprendre, ils sont en train d'essayer d'avoir une bonne note. Donc ils vont faire du bachotage, ils vont essayer de copier sur leurs voisins ou leurs voisines, et ils vont oublier ce qu'ils ont appris, même s'ils ont eu 18 sur 20, parce qu'ils avaient juste appris pour avoir la bonne note. L'équivalent de ça, c'est les KPI dans les entreprises. On met en place des KPI, des Key Performance Index Indicators, je ne sais plus c'est quoi le I. En gros, on va dire aux gens, on va vous mesurer, et comme ça, on peut savoir qui fonctionne le mieux pour vous donner une récompense. Et ce qu'ils ont réalisé, c'est que quand ils ont dit ça aux gens, les gens ils ont commencé à s'en foutre de ce qu'il faut faire. Le but, c'était un peu de hacker le KPI pour avoir la récompense. C'est là où on revient un peu au début de notre conférence, c'est que nos croyances sur comment on fonctionne et comment les autres fonctionnent sont performatives. Un exemple de loi de Goodhart qui s'apparente à ça, mais qui s'appelle l'effet Cobra, c'était en Inde, sous le mandat britannique, il y a eu une sorte d'infestation de cobras dans une ville, et le mandataire britannique, je ne sais pas comment il s'appelait, il s'est dit, c'est simple, on va faire un programme d'incentivisation. On va faire une récompense, chaque citoyen qui nous ramène un peu de cobras, on lui donne un peu d'argent, et comme ça, tout le monde se met, et on va résoudre le problème en 2 fois 3 mouvements. Donc au début, le truc commence bien, les citoyens sont hyper motivés, ils commencent à ramener des cobras, à toucher de l'argent, et petit à petit, le gouvernement britannique réalise qu'il y a beaucoup de cobras qui sont en train d'arriver chez eux, alors que leurs estimations, c'est qu'il n'y avait pas autant de cobras dans le problème. Donc ils vont investiguer, ils réalisent que la majorité des citoyens étaient en train d'accoupler des cobras chez eux pour toucher l'argent. Parce qu'ils se sont dit, au lieu d'aller au taf, je vais juste avoir plein de cobras, aller prendre de l'argent de ces Britanniques, parce qu'ils sont complètement cons. Donc les Britanniques, en voyant ça, ils se sont dit, merde, on s'est fait plumer, ils ont arrêté le programme de récompense, sauf que là, tout le monde avait des cobras chez eux qui ne leur servaient plus à rien, donc ils les ont relâchés dans la nature, et la situation a été empirée. En fait, on arrive à une sorte d'impasse méthodologique et idéologique qui fait qu'on a besoin d'une sorte de nouvelle science, on a besoin de développer une science de la subjectivité. Et pour le moment, on ne sait pas trop comment faire. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'on est à l'aune d'une nouvelle exploration humaine, que nos connaissances aujourd'hui sont encore très partielles, potentiellement fausses, et qu'il faut qu'on se calme un peu sur la ferveur de vouloir tout expliquer par le cerveau, à partir de connaissances tellement parcellaires et incomplètes pour le moment. Pour finir, je vais vous laisser avec 2 citations que j'aime beaucoup. Non, c'est pas ça, j'ai raté, mais c'est pas grave. Pour récapituler, j'essaye de faire des conclusions, je l'ai dit, je déteste ça. Pour récapituler tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on peut suivre ce schéma assez simplifié. Quand vous êtes exposé à une information, c'est une connaissance. Quasiment rien ne reste à l'état de connaissance. Le top-down et le bottom-up se mélangent pour créer une croyance. Une croyance sur laquelle vous voulez agir, c'est une intention. Une intention que vous manifestez dans le monde réel, c'est une action. Plusieurs pièges peuvent se loger sur ce schéma. Vous pouvez être exposé à de fausses connaissances, des fake news. Ça va impacter votre croyance, votre intention, vos actions. Vous pouvez, à partir de bonnes connaissances, mal agencer vos connaissances et avoir une fausse croyance. Par exemple, quand je donne des cours de raisonnement critique à des élèves, je leur dis tous les hommes sont mortels, Socrate était mortel, donc Socrate est un homme. La connaissance est bonne, la croyance est fausse. Si ça se trouve, Socrate est un perroquet, pas du tout un homme. À partir d'une bonne connaissance, d'une bonne croyance, on peut ne pas avoir l'intention d'agir dessus. La rationalisation. Je sais que fumer tue, je suis fumeur, je n'ai pas envie d'arrêter de fumer, je n'ai pas l'intention, mais j'ai la bonne croyance, je rationalise. Et enfin, à partir d'une bonne connaissance, d'une bonne croyance, on peut avoir l'intention, mais pas pouvoir manifester l'intention en action. Il y a un concept assez central en sciences cognitives qui s'appelle le intention-action gap, le trou intention-action, qui s'appelle aussi une forme de trou intention-action que vous connaissez tous, c'est la procrastination. Je vais me mettre au sport, il ne se passe rien. Je vais faire la formation que je dois faire, je ne fais rien. Je dois, je sais pas, manger plus sainement et je vais m'arrêter, prendre un burger en rentrant. Notre cerveau ne fonctionne pas du tout sur ce qu'on appelle une causalité linéaire. Comme je vous ai dit, notre organisme est un système dynamique complexe, donc il fonctionne sur des boucles de rétroaction. Ce n'est pas A cause B, B cause C, C cause D, mais tout est en train de se causer en permanence. Et du coup, ça complique un petit peu plus la tâche. Maintenant, je pense que c'est vraiment ma conclusion. Je vais finir avec 2 citations que j'aime beaucoup. La première, c'est la suivante, qui dit « Une des idées les plus dangereuses qu'une personne pourrait avoir, c'est de se dire « Si tout le monde était comme moi, le monde irait mieux. » C'est très séduisant comme idée, mais c'est profondément faux, parce que j'ai besoin de différents a priori pour avoir différentes stabilisations de l'ambiguïté, avoir une vision plus riche du réel. Pas parce que c'est bien la tolérance et l'ouverture aux autres, mais d'un point de vue pratico-pratique, presque utilitarianiste.
Si je vois tout le temps la danseuse tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, je suis en train de rater la moitié du réel, et ce serait dommage. Et tout ça commence par réfléchir. Et réfléchir, c'est une manière élégante de dire changer d'avis. Si on réfléchit juste pour justifier ce qu'on croit déjà, ce n'est pas vraiment de la réflexion, mais c'est de la confirmation. Merci beaucoup pour votre attention, j'espère que c'était intéressant. Si vous voulez aller plus loin, j'ai publié pas mal de choses sur le sujet. Donc votre cerveau vous joue des tours, c'est un peu la première partie qu'on a vue sur la stabilisation de l'ambiguïté et un peu les biais. Neuromania, c'est sur tout ce qui est cognition incarnée et comment les neurosciences sont instrumentalisées dans le monde de l'entreprise, dans la santé mentale et en politique, alors que les connaissances ne sont pas encore là. Cette mode de parler de neurosciences sur tout et n'importe quoi. Si vous avez des enfants plus jeunes ou plus vieux, le cerveau pas bête, c'est des questions qui ont été posées par des lycéens, auxquelles j'ai répondu avec mes co-auteurs. On a mis ça en dessin. Et si vous préférez les formats audio, j'ai fait un podcast qui reprend un peu cette conférence, mais avec des illusions auditives, au lieu que ça soit des illusions visuelles. C'est 6 fois 10 minutes, donc ça prend 1 heure. Et on a gagné un prix. Donc, vous pouvez confirmer si le jury était biaisé ou pas. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions, je suis là pour ça. Y a-t-il des questions? Parlez bien dans le micro car on a encore 70 personnes qui nous suivent aussi par Zoom. Comment vous arrivez à prédire le nombre de personnes qui voient la danseuse tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et dans l'autre sens? J'ai déjà fait cette conférence plein de fois. Et c'est tout le temps comme ça. Il y a des raisons de pourquoi, mais c'est très long. Si vous voulez un exemple comme la danseuse que vous connaissez, et qui serait plus facile à expliquer, c'est il y a quelques années sur Internet, il y a eu une robe. Vous vous rappelez de cette robe? Certaines personnes la voyaient bleue et noire, et d'autres blanche et dorée. Et il se trouve que si vous la voyez blanche et dorée, vous pouvez la voir bleue et noire, mais si vous la voyez bleue et noire, vous ne pouvez pas aller la voir blanche et dorée. Et il y a eu genre 1000 articles de recherche sur le sujet. On a découvert que la supposition top-down qui est en train de moduler qu'est-ce que vous voyez, c'était si vous pensez que la robe est éclairée par le soleil, par une lumière naturelle, vous la voyez plutôt comme blanche et dorée. Et si vous pensez qu'elle est éclairée par de la lumière artificielle, vous la voyez bleue et noire. Et donc les personnes qui se lèvent très tôt, qui ont plutôt tendance à être dans la lumière naturelle, auront plutôt tendance à la voir comme blanche et dorée, et les personnes qui la voient, qui sont plutôt des couches tard, qui passent plus de temps dans un environnement de lumière artificielle, la verront comme bleue et noire. C'est un peu les mêmes mécanismes qui jouent un rôle dans la danseuse, mais c'est un peu différent. Mais la majorité la voit dans le sens des aiguilles d'une montre, et la minorité dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais ça dit rien sur vous, sur votre personnalité, rien du tout. Merci pour la conférence. Vous avez parlé de la stabilisation de l'ambiguïté. Vous avez donné 2 exemples, notamment par rapport à une personne qui est jalouse Ouais. ou optimiste. Ou optimiste, ouais. Est-ce que quels sont les facteurs qui vont influencer une personne à être de cette façon, d'aller dans un sens ou dans un autre? Et deuxième point, est-ce qu'on peut apprendre quelqu'un à être jaloux ou ne plus être jaloux ou devenir optimiste s'il n'est pas, par exemple? Alors, pour la première question, on ne sait pas. Genre, c'est des tonnes de facteurs, c'est probablement des interactions entre les gènes, l'environnement, les gènes et l'environnement, mais on n'a pas genre un modèle causal qui dit si vous faites ça, 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 vous allez être jaloux, si vous faites ça, 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 vous allez être pas jaloux, si vous faites ça, 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 vous allez être optimiste. C'est une matrice de tonnes de facteurs qui sont en rétroaction les uns avec les autres, donc des interactions du corps, de l'environnement, du cerveau. Est-ce qu'on peut changer ces choses? Oui, absolument. C'est en grande partie ça, une thérapie. Évidemment, certaines choses sont plus faciles à changer que d'autres. Ça dépend combien c'est ancré, combien c'est intense, vous avez quel âge, ça fait combien de temps que vous faites ça. Mais oui, ça peut marcher dans un sens comme dans un autre. On pense souvent que, par exemple, c'est plus difficile de rendre quelqu'un jaloux, pas jaloux. Mais en fait, c'est la même chose. S'il y a quelqu'un qui est pas jaloux, je sais pas, j'ai jamais eu ça, mais ça peut être intéressant. Quelqu'un qui prend rendez-vous au cabinet et qui vient me dire, en fait, moi, je suis pas du tout jaloux. Je veux qu'on travaille ensemble pour que je le devienne. Pourquoi pas? Je sais pas, ça peut arriver. Bah, c'est la même difficulté, on va dire. Parce que c'est beaucoup d'entraînement métacognitif, mais on peut y arriver. Évidemment, quelqu'un qui est plus jeune, ça peut être plus facile sur certains traits. Quelqu'un qui est plus vieux, ça va être plus facile sur d'autres traits.
selon la maturité, l'expérience de vie, etc., etc. Mais oui, si on ne pouvait pas changer, ça ne servirait à rien de faire des thérapies. Après, il y a des gens qui disent que ça ne sert à rien de faire des thérapies. Mais... Et c'est la deuxième fois que vous évoquez les entraînements métacognitifs. Donc là, la première fois, c'était pendant la photo avec bleu, vert, etc. Ouais. Ça consiste à quoi concrètement et quels sont les types d'entraînements qu'on peut trouver? Est-ce que ce sont des choses uniquement accessibles à des personnes comme c'est vous? accessible à tout le monde. En fait, la cognition, donc on a nos pensées automatiques. C'est par exemple une personne jalouse, quand elle prend le téléphone, elle appelle la personne avec qui elle est en couple et cette personne ne répond pas. Elle se dit pas, tiens, pourquoi elle ne répond pas? Est-ce que j'ai une idée? Ça apparaît automatiquement. Elle ne répond pas parce qu'elle te trompe comme celle d'avant. Et après, on a un deuxième set de pensées, donc on appelle notre métacognition. Métacognition, c'est les pensées sur nos pensées. C'est la petite voix avec laquelle on se parle. En général, on utilise notre métacognition pour confirmer nos pensées automatiques. Donc, mon cerveau me donne cette hypothèse prédictive. Mon cerveau est en train de préparer l'action. Donc, il me dit, elle te trompe. Et souvent, on utilise notre métacognition pour confirmer ça. Donc, pour me dire, oui, c'est vrai, elle te trompe. De toute façon, toutes les personnes avec qui tu es sorti t'ont trompé. Tu as sûrement un problème, etc. Le contrôle métacognitif, c'est d'apprendre à la personne d'avoir un dialogue intérieur qui est différent, qui n'est pas nécessairement à l'encontre du premier, mais qui apporte de la nuance. Par exemple, je sais pas, imaginez une personne anxieuse. J'ai mon neveu, il a 18 ans, il doit passer son bac, il est très anxieux, et il me dit, je vais louper mon bac, je vais jamais réussir, je vais jamais réussir, je vais jamais réussir. C'est une stabilisation de l'ambiguïté du futur. Il n'a pas encore fait son bac, j'en sais rien s'il va réussir ou pas. La pire chose que je peux lui faire, c'est la pire chose que je peux lui faire, ou la pire chose que je peux faire, c'est d'aller lui dire, mais non, t'inquiète pas, tu vas réussir. Parce que j'en sais rien. Si ça se trouve, il va vraiment se louper. L'idée, dans le contrôle métacognitif, c'est de réhabiliter le doute, de réhabiliter l'incertitude. Donc, mon neveu m'appelle, me dit, je pense que je vais rater le bac. Je vais lui dire, écoute, si ça se trouve, tu vas le rater. Mais peut-être pas. Genre, procrastine ton stress. Juge-toi après coup. Bosse, fais le bac. Et puis, si tu le rates, on verra comment on fait. Et si tu le réussis, tu n'aurais pas stressé un peu pour rien. Évidemment, quand je le dis comme ça semble facile. Et dans l'application, c'est très différent. Parce qu'encore une fois, notre cognition est incarnée. Donc ça, c'est une toute petite partie de l'équation. Parce qu'une personne stressée est aussi en train de contracter des muscles, est en train d'avoir plein de trucs au niveau du système d'alerte du corps. On va devoir désengager le corps aussi. Il y a aussi l'environnement. Si ses parents sont tout le temps en train de lui dire pourquoi tu bosses pas, pourquoi tu bosses pas, pourquoi tu bosses pas, pourquoi tu bosses pas, ça va rendre le fait que le bac devient de plus en plus important dans sa vie. Plus c'est important et plus c'est traité comme un danger par le cerveau. Donc c'est vraiment une approche non réductionniste du truc. Mais la première chose, c'est de réhabiliter l'incertitude. De ne pas dire, mais non, la danseuse n'est pas en train de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, elle est en train de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. De dire, en fait, on ne sait pas. On va attendre et voir. Mais oui, ça se change. Et du coup, travailler la métacognition, c'est souvent travailler ces scénarios alternatifs qui permettent de créer une sorte de marge de manœuvre. C'est souvent la certitude. Par exemple, une personne qui n'a pas confiance en elle est incertaine sur tout, sauf le fait qu'elle est nulle. On va essayer d'étendre ce manque de confiance en elle. On va lui dire, je suis très content que tu n'aies pas confiance en toi. C'est vraiment top. Si tu peux maintenant ne pas avoir confiance en ton opinion, que tu n'as pas confiance en toi, ce serait encore mieux. Genre d'étendre le manque de confiance sur ce jugement sur soi-même. Parce qu'elles ont souvent hyper confiance en elles qu'elles sont nulles. Il y a une personne au fond. Oui, merci pour la conférence et désolé pour la question, je n'ai de recul que la conférence. Ouais. Vous disiez, on a soit le pathogène, c'est ça? Ouais. Nous, soit on baigne dans une piscine avec des Ouais. pathogènes, Soit le corps. soit le corps baigne. Ouais. Et est-ce que vous avez une méthode ou des éléments de réponse pour identifier tout de suite la différence entre quelqu'un qui aurait un pathogène, donc qui serait potentiellement fou, ou quelqu'un qui baigne dans les pathogènes? Oui, il n'y a pas une méthode facile, mais il y a des manières de faire. Par exemple, une personne qui est anxieuse sociale, on ne va pas parler de pathogène, on va parler de facteurs internes, facteurs externes. Ça va être plus simple pour moi pour parler, sinon je vais tout le temps me dire tu es en train de dire des choses qui ne sont pas vraies.
Une personne qui a une anxiété sociale, on sait que... Et c'est pas 100% pathogène, 100%, genre 100% interne, 100% externe. C'est une sorte de continuum. On veut juste trouver le bon dosage. Par exemple, une personne qui est anxieuse sociale, on sait que les facteurs sont plutôt internes. Parce que c'est quasiment indépendant de la situation. Donc, ou bien c'est hyper circonscrit. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils doivent faire une présentation au taf, ils imaginent que c'est nul, mais en soirée avec leurs potes, etc., tout va bien. Donc c'est probablement un problème de traitement de l'information. Il y a une information ambiguë, comment on le regarde, et je me dis, je vois dans son regard qu'il pense que je suis nul. Donc on va retravailler ce qu'on appelle des mouvements intrapsychiques, c'est-à-dire essayer de changer l'interprétation des choses, un peu ce qu'on a dit avec monsieur, et de réhabiliter l'incertitude. Si ça se trouve, il ne pense pas ça. Mais une personne qui, par exemple, comme je vous disais, n'a aucun antécédent, elle allait très très bien, elle se retrouve dans un environnement qui est délétère et elle va mal, on peut dire que c'est plutôt des facteurs externes. Et après, il y a le corps. Une personne qui me dit j'ai des douleurs chroniques, je sais pas, j'ai une fibromyalgie, donc c'est des douleurs fonctionnelles, ou des douleurs chroniques, j'ai mon nerf sciatique qui est irrité et donc je me suis énervé. On va réaliser que c'est des facteurs internes, mais qui ne sont pas dans le système nerveux central, genre pas dans le cerveau, mais dans le corps. Et après, le but, c'est de trouver le bon dosage. Est-ce qu'on a une méthode genre objective pour faire ce dosage? Non. Mais on a pas mal d'indices en explorant la vie de la personne, ou même en lui posant la question. Vous voyez un peu l'idée. Est-ce que c'est dans le traitement de l'information, de la civilisation, de l'ambiguïté? Par exemple, on sait que les personnes qui ont une dépression voient les couleurs moins contrastées que des personnes qui ne sont pas déprimées. On sait que ça a un impact physiologique sur comment on voit le monde. Donc ça, c'est un facteur interne. Mais si une personne, je ne sais pas, elle a 35 ans, elle n'a jamais eu de problème de l'humeur, et depuis qu'elle s'est mise en couple, avec la personne avec qui elle est en couple, elle sent qu'elle ne voit plus ses potes, qu'elle est de plus en plus isolée, qu'elle est de plus en plus inquiète, qu'elle se réveille la nuit, etc. Ça vaut le coup d'explorer si ce n'est pas sa relation qui est en train de lui foutre son système un peu en l'air et que ce n'est pas un truc interne à elle. Alors qu'une personne qui a une dépression clinique, vous pouvez la mettre genre sur une île paradisiaque, elle trouvera tout le temps une manière de réorganiser le réel en top-down pour se dire que ce n'est pas bon. Et donc, il va falloir travailler les top-down. Merci pour la conférence. J'ai une question. Vous disiez tout à l'heure qu'on a fait 20 ans de pédagogie sur le réchauffement climatique et que ça n'a pas eu les effets escomptés. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, selon vous? Alors, c'est une très bonne question. J'ai toute une conférence sur le sujet, parce que je fais partie d'une association qui travaille sur le réchauffement climatique. La première chose qui est importante pour moi à dissiper, ça ne veut pas dire que ça a servi à rien, la pédagogie. C'est hyper important de faire de la pédagogie. Le problème, c'est quand on ne fait que ça. La pédagogie est supposée être une porte pour l'action derrière, qui s'appelle la systématisation. Par exemple, j'ai dû faire, pas moi, genre on a dû faire en tant que société de la pédagogie sur la clope, pour quand on a fait passer la loi qui interdit la clope en intérieur, elle soit acceptée. Si vous arrivez en 1960, il n'y a aucune donnée sur la clope et vous dites vous n'avez pas le droit de fumer en intérieur, c'est une loi liberticide et les gens ne vont pas être contents, ils auront bien raison. Le problème avec le climat, et c'est spécifique au climat, c'est qu'on ne veut pas passer à l'étape de systématisation. C'est un peu comme si on fait juste de la pédagogie sur l'alcool au volant. On ne veut pas de loi qui dit qu'on va vous retirer des points ou que vous n'avez pas le droit, vous pouvez perdre votre permis. C'est comme si on ne fait pas de loi sur la ceinture de sécurité. On dit, on va juste faire de la pédagogie et les gens qui ne mettent pas de ceinture de sécurité, tant pis pour eux, ils meurent et qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on ne fait pas ça. On ne fait pas ça pour rien dans la société. On systématise. On crée soit des lois, ce n'est pas juste des lois, hein. On peut faire des normes sociales. Les normes sociales, c'est des sortes de règles qui ne sont pas dictées par la loi, mais que tout le monde acquiert et accepte. Par exemple, quand on se voit avec des gens qu'on ne connaît pas très bien, on va peut-être se serrer la main. Avec des gens qu'on connaît un peu mieux, on va se faire la bise. Avec des gens qu'on connaît très très bien, on va se serrer très très fort. Il n'y a pas une loi, quelque part, que le Parlement a voté sur comment se dire bonjour. Mais il faut une systématisation. Maintenant, il serait pas mal grand temps un peu du systématiser. Le problème, c'est que non seulement on n'a rien fait, on est en train de démanteler le peu qu'on a déjà mis en place. Donald Trump, il va remettre les pailles en plastique parce qu'il veut « make plastic great again ». Et c'est assez désespérant. Mais j'ai pas envie de vous plomber pour la soirée. Moi, je suis plombé, j'ai l'habitude d'être plombé, mais je vais essayer de ne pas vous contaminer. On va il y a toute une conf entière sur quoi, qu'est-ce qu'on peut faire. On va prendre 3
3 dernières questions. Là, j'ai une question. J'ai remarqué souvent, vous avez soit des personnes qui peuvent travailler ensemble ou vivre ensemble, vont parler de choses et d'autres, et d'un seul coup, un sujet évoqué, où la personne dit à l'autre, je pensais à ça, et l'autre peut lui dire, mais c'est bizarre, moi j'y pensais exactement au même moment. Donc on a 2 personnes, 2 cerveaux, un sujet qui n'est pas sur la table, et ça arrive au même moment. Et ça, j'ai remarqué, ça arrive souvent. Oui. C'est lié à quoi? Alors, il y a plusieurs explications. Il y a une explication qui ne va pas être satisfaisante, mais je voulais dire quand même, je suis obligé. Ça s'appelle l'effet Baader-Meinhof. C'est que on se rappelle des choses qui confirment les choses un peu étranges et on oublie celles qui n'arrivent pas. C'est-à-dire, imaginez que ces gens, ce groupe de gens, ils passent plein de temps ensemble et ils pensent à plein de choses. Sauf que quand vous pensez à quelque chose et que les autres n'y pensent pas, vous vous dites pas, tiens, c'est bizarre. J'étais en train de penser à j'ai envie de manger une pizza et personne dans le groupe était en train de penser à ça, on n'est plus potes. Ça passe, parce que vous attendez pas à ça. Et les fois où je dis que je pense à une pizza et vous me dites, bah moi aussi, quel hasard, vous vous souvenez parce que c'est tellement incroyable. Et notre cerveau est pas bon dans la compréhension des probabilités. Par exemple, on est 7 milliards sur Terre, donc tous les jours, il y a 100% de chances qu'un événement qui a une chance sur 7 milliards d'avoir lieu ait lieu. Mais quand ça arrive, on est hyper surpris. Limite, on devrait être surpris que ça arrive pas beaucoup plus souvent. C'est un peu la même chose en couple. Genre, je rencontre une personne qui me plaît, on flirte, on est un peu amoureux, et à un moment, je suis en train de penser à elle, ou je prends mon téléphone pour lui écrire un message, et elle m'écrit au même moment. Je dis, on est des âmes sœurs, c'est vous, on est fait pour être ensemble. Sauf que les fois où j'ai pensé à elle, et elle ne m'a pas écrit en même temps, je n'ai pas pris mon téléphone et je lui ai appelé, et je lui ai dit, j'ai pensé à toi, tu ne m'as pas appelé, c'est quoi ton délire, tu ne m'aimes plus. C'est que quand ça arrive, on appelle ça, en anglais on dit count the hits, not the misses. On se rappelle juste des moments quand ça arrive, et les moments où ça n'arrive pas, bah, ça se fond. Et on a tellement d'essais qu'on a l'impression que ça arrive très très souvent. La deuxième explication, ça c'est une explication pas très satisfaisante, la deuxième explication c'est que si vous vous connaissez assez bien avec les gens, c'est une explication pas satisfaisante, mais elle est un peu déprimante, on n'est pas si unique que ça. Et il y a de fortes chances que si je trouve un mec qui a 42 ans, qui habite à Paris, voire dans le 10e, 19e arrondissement de Paris, qui a fait des neurosciences ou qui est un peu, on va dire, genre, je sais pas, un peu bobo, qu'il faut être lucide sur soi-même, etc. Bah, il y a de fortes chances qu'il ait lui aussi regardé, je sais pas, la mi-temps du Super Bowl avec Kendrick Lamar hier soir. Il n'y a rien de « Waouh, oh mon Dieu, on a regardé la même chose à 3h du matin hier soir. » Du coup, ok, on a regardé Severance et on attend Stranger Things. Parce qu'on n'est pas si différents au final. Ce qui est assez rassurant, mais qui fait flipper beaucoup de gens parce qu'on est dans une culture où il faut être différent. Mais la moyenne, c'est bien, la moyenne. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi, je voulais juste revenir sur le cerveau. On dit toujours qu'il y a un cerveau gauche et un cerveau droit. Oui. Et on attribue aux leaders et aux dirigeants un cerveau gauche très développé. Est-ce qu'il y a des études qui ont été menées sur ce sujet ou pourquoi on dit ça? Oui, absolument. Il y a des sujets il y a plein d'études qui ont été menées sur ce sujet et qui ont tous montré qu'on n'a pas de cerveau gauche et de cerveau droit. Tout simplement, c'est une sorte de neuromythe. Il y a plusieurs neuromythes. Dans Neuromania, j'explore pas mal de ces neuromythes. Un des neuromythes qui existe le plus, c'est le cerveau gauche et le cerveau droit. Le cerveau droit qui est plutôt analytique et scientifique, et le cerveau gauche qui est plutôt créatif, ou l'inverse. On s'en fout, c'est pas vrai, donc c'est pas très important. Ça n'existe pas. C'est vraiment une sorte de mythe qui a une origine assez récente. Par exemple, si vous remontez 2-3 siècles en arrière, la majorité des artistes étaient scientifiques, la majorité des scientifiques étaient artistes. Si vous repensez à De Vinci, vous pouvez le matin peindre la chapelle Sistine, l'après-midi faire un peu de botanique, le soir designer un hélicoptère et finir par un petit poème. On n'a pas vraiment de cases comme ça. Et sur le leadership, bah là aussi, c'est une vision assez réductionniste qui fait qu'on croit qu'avoir de bonnes compétences de leader, c'est un truc qui émane de l'individu. Mais un bon leader dans une équipe peut devenir terrible.
dans une autre équipe, parce qu'on a une cognition incarnée. Et là aussi, c'est une question de dosage. On le voit beaucoup, par exemple, dans le sport. On va avoir, je ne sais pas, un joueur de foot qui est incroyable, donc une grosse équipe le prend, et là, tout s'effondre. Il n'y a pas oublié comment jouer au foot. C'est sa cognition incarnée qui fait que, je ne sais pas, ses coéquipiers ne veulent pas lui passer la balle. Il peut être le meilleur joueur au monde, si on ne lui passe pas la balle, il ne peut rien faire. Et donc, le leadership, c'est aussi une rencontre entre un cerveau et d'autres cerveaux. Ce n'est pas une sorte de propriété immanente, de la même manière que, je sais pas, ma taille ne change pas selon où je suis. Ma capacité à courir vite ne change pas particulièrement selon où je suis. Il y a des petites variations. Mais par contre, ma capacité à persuader va être très différente selon les gens avec qui je suis, parce que ça devient interactionniste assez rapidement. Mais oui, on n'a pas un cerveau gauche et un cerveau droit. J'en profite pour donner quelques autres neuromythes qui sont assez présents dans le grand public. On n'utilise pas 10% de notre cerveau, on utilise tout notre cerveau, juste pas en même temps, sinon c'est une crise d'épilepsie. On n'a pas non plus un cerveau reptilien, un cerveau mammalien, machin, pas vrai. On n'a pas un cerveau émotionnel et un cerveau rationnel, pas vrai non plus. On n'a pas de style d'apprentissage, vous n'avez pas une préférence visuelle et auditive et kinesthésique. Ça dépend de ce que vous êtes en train d'apprendre. Si vous essayez d'apprendre une musique visuellement, vous allez vraiment galérer. Et si vous essayez d'apprendre une carte auditivement, ça ne va pas très très bien se passer. On va prendre la dernière question. Moi, j'ai une question sur l'intuition qu'on peut avoir. Oui. Est-ce que c'est notre cerveau qui nous trompe quand on a des intuitions Pourquoi nous trompe? Parfois, les intuitions sont très bien. Hein. Mais parfois, non. Oui, donc, exactement. L'intuition, d'un point de vue des sciences cognitives, c'est une prise de décision où la personne n'a pas accès aux étapes qui mènent au produit final. Et tout dépend de ce que vous êtes en train d'intuitiver. Si vous êtes un pilote d'avion, vous avez 100 000 heures de vol derrière vous, vous décollez de New York et vous avez un oiseau qui heurte votre moteur et votre intuition vous dit peut-être qu'on devrait atterrir sur la rivière, suivez votre intuition. C'est top, vous allez sauver des vies. Mais si vous n'avez jamais conduit un avion, vous vous retrouvez par hasard dans le cockpit d'un avion et qu'un oiseau tape votre moteur et vous dit tiens, je vais atterrir sur la rivière, vous allez probablement tuer tout le monde. En fait, ça dépend de qu'est-ce que vous êtes en train d'intuitiver. Si vous avez de bonnes compétences dans le sujet que vous êtes en train d'intuitiver, un chirurgien qui a déjà passé, je sais pas, des centaines d'heures au bloc, et il y a une merde qui a lieu, il faut surtout pas qu'il parte se dire je vais aller vérifier dans mon bouquin avant de décider quoi faire. Il a une intuition, il la suit, au pire il se plante, mais c'est pas grave, je veux qu'il fasse ça. Mais un jeune interne qui décide de suivre son intuition, c'est de l'irresponsabilité et potentiellement une faute médicale grave. Donc tout dépend de qu'est-ce que vous êtes en train d'intuitiver. Parfois votre intuition, on est très très heureux de la voir, et parfois c'est juste de la folie de la suivre en pensant que c'est une sorte de propriété magique où mon intuition ne se trompe jamais. Alors pour t'écouter encore un tout petit peu, pour avoir ce plaisir, je vais donner la dernière question à madame. Et après, on va tous se retrouver autour d'un verre pour pouvoir échanger encore. Bonsoir. Moi, c'est une question un petit peu à la marge. Par rapport à vos études sur l'anxiété, je voulais savoir si vous aviez travaillé sur la misophonie. Et donc le lien entre l'écoute des bruits, notamment de mastication ou certains bruits de stylo, etc., qui peuvent donner des émotions très fortes de colère. Oui. Est-ce que... Alors, j'en ai pas travaillé dessus, mais je connais le sujet. Donc, si vous avez une question, je peux tenter une réponse. Mais c'est quoi la question? Comment aider ma fille? Elle a quel âge? 15 ans. 15 ans? Attendez un peu. Elle mange tous les jours avec un casque. Alors, il faudrait l'aider parce qu'il va falloir qu'elle enlève le casque à un moment. Mais il faut qu'elle fasse une thérapie d'exposition, ça s'appelle. Ça marche assez bien. En général, c'est une douzaine de séances. C'est vraiment ciblé sur les symptômes et le désengagement. En fait, pour faire simple, c'est pas vraiment comme ça, mais juste pour faire simple, probablement que son cerveau traite les bruits comme un signal de danger. Elle a appris ça, on ne sait pas comment les gens apprennent ça. C'est juste maintenant c'est en place, on s'en fout d'où ça vient. Charlie Hebdo. Il va falloir que, s'il y a un trauma, c'est encore autre chose. Il va falloir qu'elle désapprenne ça. Et il y a de la thérapie à faire. Pourquoi je vous ai dit au début, il faut attendre un peu? Parce qu'il y a plein de choses en fait qui dysfonctionnent entre 10 et 17 ans et qui se résorbent tout seul. Mais si vous dites que c'est arrivé à un point où il y a un casque, et surtout s'il y a un élément déclencheur,
Là, il faut prendre en charge, parce que plus de temps on passe sans prendre en charge, et plus c'est compliqué après de désenclencher, de désapprendre toutes ces associations qui sont le fruit du hasard souvent. Mais c'est assez handicapant, et si vous voulez, je vais vous donner mon mail, et on va voir comment on fait. Très volontiers. Avec plaisir. Merci beaucoup. Par exemple, si vous avez des enfants qui ont, je sais pas, 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui ont par exemple des TOC, surtout ne pathologisez pas leur comportement. C'est normal, il faut attendre que ça passe. On est trop rapide parfois à la pathologisation des enfants, alors que c'est des enfants, ce pas des adultes. Ils sont encore en train d'essayer de comprendre comment ça marche, ce truc qu'on appelle la vie. Il faut leur laisser l'espace de se tromper, d'aller mal, d'apprendre à gérer leurs frustrations, les émotions négatives et tout ça, et pas directement de leur dire « Ah, tu as un problème, il faut que tu fasses quelque chose ». Merci beaucoup Albert, c'est un vrai plaisir de t'avoir entendu. Et je vous invite toutes et tous à vous retrouver autour d'un verre. Merci beaucoup.